Bonjour, Mathieu Beck, membre du comité 17-18e de Paris. Moi j'ai juste une question sur le financement. Je sais que ce n'est pas des questions qui vont nous venir tout de suite, c'est des questions un peu techniques, mais on aime bétonner le discours. Vous dites que ça coûte 0 € par exemple sur la mesure du Canada, mais en même temps vous dites qu'il y a quand même l'État et l'UNEDIC qui complètent. Techniquement, comment ça se passe et pourquoi ça coûte 0 €? C'est une question qui peut venir très vite. Je travaille chez ICAD, filiale de la Caisse des dépôts. Donc deux questions. Sur le logement, pour moi, c'est pas tant une question de financement qu'une question de foncier. Et la peur du logement, de créer du logement simplement parce que ça fait venir des voitures, parce que ça crée des désagréments, parce que ça crée des chantiers, c'est ça qui bloque beaucoup de projets plus que les questions de financement. Il y a beaucoup d'argent. Le livret A et les prêts au logement social sont déjà présents. Et donc faire du logement, c'est compliqué pour des raisons de politique locale, et faire du logement social, encore plus. Donc ça, c'est un point vraiment à voir. Et après, sur toutes les questions de placement de l'argent des retraites, etc., qui est-ce que vous connaissez à la Caisse des dépôts et est-ce que vous avez déjà des liens avec eux, sachant que la Caisse des dépôts s'est positionnée en plan stratégique cette année sur la question de la transition écologique et énergétique. Ils disent il faut qu'on. Enfin, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça notre plan stratégique, c'est là qu'on veut réfléchir cette année. Voilà. Et donc, il y a une porte ouverte probablement pour essayer de toucher les dirigeants et engager le débat aussi un peu avec eux. Moi, j'ai une question un peu simple et assez générale, c'est celle des grands traités du commerce international et la question des règles du commerce international. Comment est-ce qu'il faut faire entrer parce que finalement tu n'en as pas réellement parlé. On sait très bien que le soutien par exemple aux énergies renouvelables se trouve confronté aux règles des traités internationaux, des traités actuels et des traités en cours de négociation. Et on sait très bien, Naomi Klein donne l'exemple des projets en Ontario qui ont échoué parce que l'État a simplement été attaqué par les grands groupes qui exploitent les énergies fossiles. Comment est-ce que finalement, parce que c'est bien de présenter ces projets qui sont assez fascinants, assez séduisants, il faut le dire. Maintenant, dans la réalité, on sait très bien le poids qu'ont les lobbies des grands groupes. Bon voilà, je crois que je me suis fait comprendre. On va commencer par ces deux premières questions et on enchaînera après par les questions posées par les internautes. Merci. Moi, je vais juste, après, je laisserai la parole à Pierre. Juste par rapport au logement et au foncier, effectivement, il y a la question du financement. Il y a aussi la question du foncier, notamment dans les zones tendues comme en Ile-de-France, et la question aussi de faire accepter aux habitants, aux élus, etc., notamment les logements sociaux. Et pour là, il y a des tas de mesures qui sont tout à fait possibles. Des mesures qui concernent la libération des terrains constructibles avec des fiscalités croissantes en fonction de la durée de plus-value réalisée au moment de la vente des terrains constructibles. Il y a la mobilisation du parc vacant, il existe. On peut renforcer la tâche sur les logements vacants qui a montré l'efficacité, mais aussi la réquisition de bâtiments qui appartiennent à des propriétaires institutionnels et qui les laissent exprès vite pour faire de la spéculation. Il y a aussi l'application de la loi SRU à imposer la substitution des maires par les préfets qui ne font pas le logement nécessaire. Voilà, donc il y a aussi, on peut aussi moduler la taxe, la dotation de financement général de fonctionnement des collectivités locales en fonction de leurs efforts de construction de logements et notamment de logements très sociaux. Je pense notamment au PLAI, donc les plans locatifs aidés d'intégration qui sont les logements les plus accessibles. Il y a même un nouveau PLAI qui a été créé, mais où il y a très très peu de logements mis en œuvre. Donc, bon, et il y a encore des tas d'autres mesures. Donc effectivement, on peut imposer de libérer du foncier public, du foncier privé,
pour la construction de logements et de logements sociaux. Il y a des outils qui existent, qui ne sont pas mis en place, et d'autres outils qu'on peut tout à fait mettre en place de façon très rapide et très efficace. Oui. Pardon, dans ce que dit Anne, c'est une façon de montrer que le plan d'urgence ne dit pas tout le programme de Nouvelle Donne. C'est juste, on veut montrer que dans un pays qui est en train de s'engluer, de se résigner complètement, où les gens croient qu'il n'y a pas de solution, on veut montrer que malgré les contraintes, même on a un vrai projet par ailleurs, on va continuer à y travailler dessus, il y a les groupes de travail qui sont mis en place, il y a ce qu'on va lancer là, le Tour de France qu'on va faire, ce sera des débats où la moitié du temps, ce sera expliquer nos idées, les 5 mesures du plan d'urgence, et après ça, demander à tous ceux qui seront dans la salle de participer à des cahiers de doléances et de propositions pour faire remonter d'autres idées, pour alimenter le programme de notre projet pour 2017. Donc il ne s'agit pas du tout de nier les problèmes de foncier ou de nier le problème est-ce que les maires peuvent bloquer. Là, on sait bien qu'en Ile-de-France, il y a à peu près 20 000 logements qui sont bloqués parce qu'il y a des mairies qui sont passées à droite et qui n'ont pas envie de logement social. Donc on ne prétend pas que la question du financement est la seule. Mais c'est quand même un élément important et ça peut débloquer. C'est aussi une excuse, le manque de financement peut être aussi une excuse pour ne laisser pourrir les dossiers. Sur la question de quand tu dis qu'il y a de l'argent dans le livret A, c'est vrai, il n'y a aucun doute, mais il y a aussi des gens qui le bloquent et pour que ce ne soit pas consommé. Je me souviens très bien les dernières années quand Jospin était au pouvoir, officiellement le budget du logement augmentait chaque année ou le budget de l'environnement augmentait, mais après ça, le ministère des Finances s'arrangeait pour que ce ne soit pas consommé, pour que les équilibres budgétaires soient meilleurs. Donc on peut en même temps avoir du livret A qui est bien plein et en même temps voir que concrètement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de volonté politique de mettre le paquet pour débloquer la question du logement. Sur ta question pour savoir comment ça marche au Canada, comment on dit que c'est équilibré, c'est juste que l'UNEDIC et l'État ont fait un calcul. Si une entreprise licencie 20% des gens, ça va être 20% de gens qui vont coûter cher à l'UNEDIC, qui ne vont plus payer de cotisation chômage, qui ne vont plus payer de cotisation maladie, qui ne vont plus payer de cotisation retraite. Si leur niveau de vie diminue de 40%, on peut penser que leur consommation va diminuer au moins de 40%, et donc ils vont payer moins de TVA, et donc ils ont fait des calculs et ils se sont dit que ça valait le coup d'activer les dépenses, et se dire au lieu d'attendre que les gens soient au chômage, l'UNEDIC peut mettre cet argent sur la table. Et c'est déjà par ailleurs, l'air de rien, si on prend cette mesure, c'est parce qu'elle pourrait avoir un effet immédiat. Quand tu vois une entreprise, quasiment tous les jours à la radio, tu entends un plan social, il y a des endroits où ça ne réglerait pas tout, mais il y a des endroits où effectivement ça pourrait éviter des dizaines de licenciements. Et c'est une façon pédagogique de reparler du temps de travail. Il se trouve que par ailleurs, on pense qu'on peut aller vers la semaine de 4 jours avec un financement. Je ne sais pas si tu as lu le livre qu'on a fait avec Michel Rocard. À la fin, il y a les annexes. C'est à 4 pages de démonstration de Patrick Artus qui explique avec plein d'équations un peu compliquées pour être poli, mais qu'on peut effectivement avoir ce financement et passer tous à la semaine de 4 jours en ne perdant quasiment que 2% de revenus. Donc, c'est vrai pour créer des emplois. Quand on propose la semaine de 4 jours dans le projet Nouvelle Donne, c'est d'abord pour créer des emplois, mais c'est aussi encore plus vrai à titre défensif pour éviter les licenciements. Si tu ne l'as pas, je peux t'offrir le bouquin. Voilà, il est sorti en format poche. On a parlé de logement social, soyons clairs, il faut construire du logement social, évidemment, et partout, mais il faut aussi du logement intermédiaire, du logement pour les étudiants, du logement adapté aux personnes handicapées. Donc le but est d'avoir une vraie mixité sociale, et pas seulement, il faut évidemment, le financement ira sur le logement social, mais pas seulement. Quand on dit que les sociétés d'assurance doivent mettre 20% de leur collecte annuelle, ce n'est pas uniquement sur du logement social, c'est pour desserrer toutes les contraintes. Voilà. Et après ça, il reste encore, tu as parlé du foncier, il y a aussi un vrai besoin de volonté politique. Il reste pas mal de foncier, y compris dans des zones comme Paris ou l'Île-de-France. Moi, ça m'avait choqué. Souvenez-vous, quand Paris, il y a quelques années, voulait les Jeux Olympiques, on avait expliqué que si on avait les Jeux Olympiques, il y avait 14 hectares de la SNCF qui immédiatement deviendraient le village olympique. Mais si on n'avait pas le village olympique, on ferait des logements sociaux, mais 10 ans plus tard. Voilà. Donc ça veut dire que le foncier est quand même, sans dire que tout est simple, hein, mais il y a quand même du foncier près des... Et il y a des architectes qui veulent travailler avec nous là, sur la question du Grand Paris, comment on fait un Grand Paris vraiment intelligent pour profiter du foncier et densifier la ville là où c'est possible pour aussi limiter les dépenses d'énergie. Sur la question des grands traités, il faut se battre. Encore une fois, Nouvelle Donne ne va pas, même si on met l'essentiel de notre énergie sur le plan d'urgence, on ne va pas renoncer à notre combat contre TAFTA ou d'autres choses. Et donc quand tu distribueras le 16 pages, tu peux aussi mettre un tract Stop TAFTA si tu veux, hein, Pierre. On n'est pas obligé de faire du monoproduit et de ne mettre que... On va mettre 100% de notre énergie sur le plan d'urgence, mais le reste, on continuera. Je plaisante. Sur la dose d'énergie. Mais il faut quand même... Oui, il y a des lobbies, évidemment. Même tu verras que dans le petit document sur la question du logement, on demande qui c'est qui bloque.
qui c'est qui bloque? On dit clairement que ce sont les lobbies des banques. Est-ce que c'est BNP qui gère le fonds de réserve? Parce que tous ceux qui on parle de... On va faire un bêtisier là, qui sera bientôt sur le site internet. On voit qu'à chaque fois que l'un de nous est à la télé et qu'on parle de cette idée de mettre les 37 milliards du fonds de réserve sur le logement, à chaque fois, tout le monde dit que c'est vraiment intelligent. Chez Yves Calvi, il y a un an, j'explique ça, qu'on peut mettre 37 milliards, construire des logements, faire baisser les loyers de 250 €. Et Yves Calvi me coupe et dit, ça c'est très intéressant. Valérie Pécresse, Denis Père, qu'est-ce que vous en pensez? Et même Denis Père qui dit, ah oui, c'est rare que Denis Père soit d'accord avec nous. Voilà. Il dit, voilà. Un mois après, je suis chez Audrey Pulvar. Audrey Pulvar dit, ah, cette idée, c'est très intéressant sur le logement, qu'est-ce que vous en pensez? Ramayad, oui, très intéressant. Puis quand je suis auditionné à la commission de l'Assemblée nationale, le président de la commission, qui est pourtant un mec de droite assez classique, dit, ah oui, sur le logement, on est tous d'accord. Voilà. Donc on est en train de faire le bêtisier, tout le monde est d'accord, et puis rien ne bouge. Et donc on pose la question, est-ce que c'est les lobbies bancaires? Et la réponse est oui, c'est bien effectivement les lobbies bancaires. Donc il ne faut pas être aveugle, c'est bien pour ça qu'on Nouvelle Donne veut un vrai changement en matière de démocratie, mais il ne faut pas exagérer non plus. Il y a d'autres pays en Europe qui subissent les mêmes traités internationaux, qui ont signé les mêmes traités et qui ont quand même développé beaucoup plus les énergies renouvelables. Il y a la question des lobbies, il y a la question des traités, mais on voit quand même est-ce qu'on a vraiment la volonté? En France, il y a un lobby du nucléaire qui n'a pas la volonté ni de faire des économies d'énergie, ni de développer les énergies renouvelables. Mais si on met le paquet sur le financement, je pense que les lobbies ne nous empêcheront pas de développer une vraie politique d'économie d'énergie. On prend d'autres questions? On va passer aux questions. Lorsque les économistes nous annoncent une destruction massive d'emplois dans les 10 prochaines années, du fait de la robotisation, environ 3 millions, le premier chantier sur lequel nous devons travailler ne devrait-il pas être celui de la réduction du temps de travail? On prend une question. Alors, comment concilier partage du temps de travail et petites PME, notamment dans le bâtiment où le dumping social européen, déloyal mais légal, joue déjà à plein? Anne, tu veux répondre ou c'est moi? La question du temps de travail, on l'aborde déjà par la première des mesures, qui est d'expliquer comment on peut baisser. Le but est de casser des tabous et de réamorcer le débat sur les limites de la croissance et sur la question du temps de travail. Donc, et c'est bien dans le projet qu'on va défendre en parallèle, la question de la semaine de 4 jours et d'un mouvement général. Donc on est en train de finaliser aussi des vidéos, grâce à Alix et à d'autres, des vidéos sur des entreprises qui sont passées à 4 jours. Parce qu'on se dit que la meilleure façon de convaincre, c'est de rencontrer les gens, mais de leur dire aussi, écoutez, allez sur le site de Nouvelle Donne et vous verrez des gens dans tous les métiers qui, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, qui sont passés à la semaine de 4 jours et ça marche très bien. Et donc on ne lâche pas du tout là-dessus, mais on pense qu'en termes de pédagogie, on peut accrocher l'intérêt des gens avec un diagnostic, accrocher l'intérêt des gens avec 5 mesures qui sont déjà radicales, qui changent les choses radicalement et qui, n'importe qui est honnête doit être d'accord avec ces 5 mesures. Et le but après ça, c'est une fois qu'ils ont signé, c'est qu'on continuera, on ne va pas les lâcher, on continuera à leur proposer de venir à des réunions de Nouvelle Donne, on continuera à leur envoyer des informations, y compris évidemment sur la question du temps de travail et sur un mouvement général de réduction du temps de travail. On a des alliés là-dessus. Encore cette semaine, le plus grand syndicat belge m'a rappelé, ils veulent faire leur rentrée en septembre. La FGTB veut faire sa grande rentrée sur la semaine de 4 jours et relancer le débat sur la semaine de 4 jours en Belgique. Ça va nous aider de voir qu'on n'est pas les seuls en Europe à vouloir ça. Sur la question des PME, comment est-ce qu'on peut mettre en place la réduction du temps de travail dans les PME ? C'est un peu plus compliqué honnêtement que dans les grands groupes, mais c'est pour ça aussi qu'on est allé faire des vidéos dans des PME ou qu'il y a sur le site des schémas d'organisation avec une entreprise où il y a 3 salariés ou 4 salariés, où on voit effectivement, on n'a pas embauché des gens pour une journée, ça suppose il y a un besoin de formation pour développer plusieurs compétences. Et donc on voit comment des salariés, même de PME, de 3, 4, 5 salariés, sont passés à la semaine de 4 jours. Et ça a pu créer un emploi, ça a pu créer 2 emplois. Parfois il faut faire des groupements d'employeurs pour faciliter la mise en place des 4 jours dans les PME. Mais ça fonctionne. Sur la question du dumping européen, ça fait partie du projet de Nouvelle Donne. On se base sur un traité de convergence sociale. On ne peut pas tout mettre dans le plan d'urgence, mais le but est je répète, de donner envie aux gens, que les gens se disent « Ah ben Nouvelle Donne, ça existe. Nouvelle Donne, ils ne sont pas comme les autres. Ils ne sont pas uniquement à préparer les élections. Ils viennent me voir même quand ils n'ont pas besoin de mon suffrage. Ils viennent me voir comme des citoyens parlent à des amis. Et donc, après ça, on ne peut pas tout expliquer, qu'on a juste quelques minutes de contact avec des gens. Mais le but est après ça, effectivement, de leur faire connaître l'ensemble de nos propositions. Et là aussi, sur le traité de l'Europe sociale, on ne va pas lâcher
avec les syndicats belges ou avec d'autres, on ne va pas lâcher l'opération. J'étais en débat avec Alain Juppé il y a 10 jours à Bordeaux, et c'était étonnant de voir que même à Bordeaux, sur ces terres, les idées de Nouvelle Donne étaient plus applaudies que celles de Juppé. Et je suis en débat bientôt avec Michel Barnier, c'est l'Express et l'Expansion qui nous mettent, et à chaque fois qu'on parle du traité de l'Europe sociale, on voit comment les gens sont convaincus. La question est de savoir maintenant comment est-ce qu'on arrive aux manettes pour le mettre en œuvre pour de vrai. Et même notre stratégie, d'ailleurs dans le 16 pages, on explique à l'occasion des 1000 milliards quelle est notre stratégie pour faire bouger l'Europe et comment, en 1 an ou en 2 ans, on ne prétend pas qu'on va changer l'Europe à 28 et en un claquement de doigts, mais comment on peut redémarrer l'Europe avec 10 pays et en 1 an ou en 2 ans, on peut se donner les moyens de faire bouger les choses. En mettant les peuples dans la négociation, au lieu de s'enfermer dans un dialogue, ce que Tsipras fait, c'est pas facile, mais il est face à Merkel et il est face à un mur, tandis que nous, on pense qu'il faut mettre les peuples dans la boucle, convaincre les salariés allemands, les salariés italiens, les salariés, les retraités de tous les pays qu'ils ont intérêt à une Europe sociale, ils ont intérêt à un impôt européen sur les bénéfices, ils ont intérêt à une vraie taxe Tobin. Donc je vous rappelle, la stratégie Nouvelle Donne, c'est de se dire on ne redémarrera pas à 28, mais avec 9 ou 10 pays, ça a du sens de faire une Europe beaucoup plus ambitieuse socialement et démocratiquement, convaincre avec les syndicats des autres pays, avec les forces sociales, convaincre monsieur et madame tout le monde de nos 5 priorités pour l'Europe. Et après ça, au bout d'1 an, une fois qu'on a convaincu les citoyens, on rentre dans la salle de négociation pour obtenir des nouveaux traités, en disant que si au bout d'1 an de négociation, on n'a pas obtenu ce qu'on veut, on fera comme De Gaulle, la politique de la chaise vide, et on arrêtera de payer notre part du budget. Parce que le budget européen, il devrait être financé par un impôt européen sur les bénéfices. Dès que quelqu'un... voilà. Donc l'idée, certains ont renoncé, le PS et l'UMP ont renoncé à changer l'Europe, soyons tout à fait clairs. Le PS et l'UMP ont renoncé, l'Europe continue à s'enfoncer, à être seulement un espace de concurrence et de guerre de tous contre tous. D'autres disent qu'il faut tout faire péter. Là, hier, je voyais quelqu'un du front de gauche qui disait qu'il n'en pouvait plus du front de gauche et qu'il voulait nous rejoindre, que le dernier livre de Mélenchon était caricatural sur l'Allemagne et que tous les Allemands étaient... Voilà. Donc il y en a qui n'en peuvent plus, ils en peuvent tellement plus qu'ils veulent tout faire péter, qu'ils ont renoncé à faire bouger les choses. Et nous, on a une autre stratégie différente, mais qui, à mon avis, peut fonctionner en 1 an ou en 2 ans. Sur la question des 1000 milliards, je vais tout faire pour qu'ils nous soutiennent officiellement. J'en avais des frissons dans le dos il y a 2 mois. J'ai rencontré l'ancien patron de la Banque européenne d'investissement, Philippe Maystadt, qui est un gars très très connu à Bruxelles. Il a été pendant 10 ans ministre des Finances de son pays. Il a été pendant 11 ans patron de la Banque européenne d'investissement. Donc, vous savez, il y a la BCE et à côté, il y a la BEI. Et au bout de 2 heures, Philippe Maystadt m'a dit « Vous m'avez convaincu, je pense effectivement qu'on peut mettre les 1000 milliards sur le climat ». Et il me dit, je pense que vous pouvez convaincre les Allemands. Il me dit, j'ai déjeuné il y a 2 mois avec Dietmeier à Berlin, l'ancien ministre des Finances. Je comprends bien les blocages allemands, mais je pense que votre projet peut convaincre les Allemands. Donc voilà, la stratégie de Nouvelle Donne, c'est pas de faire du bruit, c'est pas de tout faire péter, mais c'est effectivement, dès le mois qui vient, de prendre contact avec des syndicats allemands, avec des syndicats belges, et pour préparer, si on veut être aux manettes en 2017, il faut favoriser tout ce qui peut nous permettre de déclencher une négociation pour de vrai derrière. Oui, bonjour. Daniela Pennini, 11e, 12e. Merci, évidemment, je ne vais pas répéter, très bien. Je reviens sur la question du logement. Parce que je crois que dans Nouvelle Donne, il faudrait vraiment qu'on soit de Nouvelle Donne, dans le discours qu'on fait. Et le discours que tu fais, au-delà de la question qu'économiquement est possible, non, je ne sais pas, peut-être, oui, tu le dis, donc c'est possible, peut-être. Mais la question, c'est pas là. Je suis tout à fait d'accord. La question, c'est même pas sur la question du foncier, je crois. Il faut penser simplement que quand on construit un logement, il faut derrière des équipements sociaux. Et le problème, c'est que donc, quand on construit 1000 logements, on a derrière 2 classes d'école. Et 2 classes d'école, et donc X repas des cantines, sont payés par une collectivité qui se voit maintenant les fonds réduits. Mais même avec des fonds normaux, un fonds d'il y a quelques années, c'est là la préoccupation. C'est comment... Donc, si on affronte tous les fois les problèmes du logement par le logement, on fait exactement ce qu'ils ont dit Valls et tous les autres, mais même Sarkozy, avec le plan de relance du logement, ça fait 20 ans ou 30 ans que je suis en France et j'entends parler et dire toujours la même chose. Il faut construire plus de logements. Je ne suis pas sûre que ce soit celle-là l'approche. Je pense que l'approche est plutôt du développement local et développement urbain, d'un côté, pour répondre à la question du logement. De l'autre côté, je pense que le problème n'est pas celui du logement social, et ça, c'est pas moi qui le dis, mais tous. Les pauvres ne sont pas dans les logements sociaux. Les pauvres, maintenant, sont dans les parcs anciens dégradés qui est consommateur d'énergie. Et là, personne n'intervient. Les outils sont extrêmement compliqués sur lesquels intervenir. Troisième, qui se relie à quelque chose que vous racontez, que nous racontons, le soutien donc à la petite entreprise. Mais justement,
par le logement, la construction massive des logements sociaux. C'est qui construit? C'est Eiffage, c'est Bouygues, c'est Vinci, avec tous les problèmes aussi de comment on utilise les gens qui travaillent pour eux avec des salaires et des contrats qui ne sont pas possibles. En revanche, on a détruit dans les années 60, dans les années 50, la petite entreprise de construction. On a perdu un savoir-faire qui pourrait être mis à service et sur lequel peut-être on pourrait penser qu'on va les aider davantage pour soutenir une économie qui est différente de celle qu'on est habitué à voir et qui a mangé un autre type d'économie avec peut-être le développement de l'économie sociale solidaire derrière, avec peut-être des prises en main par les gens aussi de la gestion de leur logement. Je ne développe pas plus, mais je pense que l'angle d'approche, il faut qu'il soit plus cohérent avec celui que nous avons au fond, que c'est celui de construire aussi une autre façon de faire la société, pas simplement en intervenant avec le même système de l'État central qui descend d'en haut et va vers le bas, mais c'est à côté, on peut peut-être faire autre chose en changeant quelques mécanismes. C'est difficile, c'est compliqué, mais je pense que, parce que c'était trop dit, la loi Allure a été faite, c'était pas mauvaise. Je ne sais pas combien de dispositions, 5000 dispositions, ils sont tous en train d'être cassés, de se casser la figure. Donc peut-être qu'il faut totalement changer l'approche. Moi, je crois que pour les régionales dans lesquelles on va voir, sûrement il y a des groupes de réflexion, il faut vraiment faire une réflexion autour du développement urbain, autour de la question du logement, et en sortant après des idées simples, parce qu'effectivement, c'est un peu complexe. Voilà, merci. Oui, Bernard Léon. J'ai deux points sur lesquels je voudrais qu'on s'arrête une seconde. Notre discours économique est inclus dans un discours général économique néoclassique de tendance dominante. Et il y a un combat qui est en train d'être démarré aujourd'hui entre les économistes hétérodoxes et les économistes orthodoxes. J'étais à la réunion de la FEP il y a 2 jours à la faculté dans le 13e, vers la bibliothèque Mitterrand, et ils lancent un manifeste parce qu'ils avaient fait accepter au ministère de l'Éducation nationale la création d'un enseignement économique lié à l'enseignement social. Et le ministre avait dit oui, ou la ministre plutôt, qui a démissionné depuis pour cause de santé, avait accepté. Les orthodoxes se sont liés, ont fait pied et main pour contrer le projet. Et Jean Tirole, qui venait de recevoir son prix de la Banque de Suède, qui n'est pas un prix Nobel, a écrit à la ministre et a obtenu que la décision soit suspendue. À la suite de ça, il y a donc un manifeste lancé par la FEP. Ce manifeste est déjà signé par des noms prestigieux français et étrangers. Et je pense qu'il serait utile que Nouvelle Donne appuie cette démarche-là, parce qu'elle va dans le sens de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de rentrer dans une nouvelle donne. Si on ne rentre pas dans une nouvelle donne de l'enseignement économique au sein de notre université, on a perdu d'avance. Le chiffre suivant était donné. De 2005 à 2011, 120 postes de professeurs d'économie ont été créés. 6 étaient des hétérodoxes, le reste des orthodoxes. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un professeur d'économie hétérodoxe prend sa retraite, il est remplacé par un orthodoxe. Et on a donc une courbe absolument descendante du langage novateur en économie pour un langage de bois qui est renforcé chaque jour. Donc je crois que c'est quand même un peu lié aux questions économiques que Nouvelle Donne doit soutenir. Et deuxièmement, la menace est permanente. On a parlé tout à l'heure du livret A. Il y a eu un article d'1 page de Macron dans Le Monde où il fallait retenir 2 choses seulement à travers tout ce qu'il nous racontait sur la réforme du capitalisme industriel. C'était la mise à disposition des banques d'un pourcentage encore plus élevé du livret A pour le flécher, dit-il,
vers le soutien aux PME, alors que les banques ne soutiennent pas du tout les PME, puisqu'elles spéculent avec l'argent qui leur est donné à taux bas par la BCE. Donc c'est une tromperie manifeste qui risque de nous tomber dessus pendant les vacances de juillet-août, avec un possible plan Macron 2. Et la deuxième menace, la deuxième chose qui était à lire entre les lignes dans cette chronique d'une page dans Le Monde de notre ministre de l'économie, était la réouverture du projet sur lequel Sarkozy avait reculé, qui était les retraites par capitalisation, et c'est ce qu'il annonce dans sa page du Monde, etc. Donc, ce n'est pas totalement lié peut-être à ce qu'on a dit aujourd'hui, mais je crois que malgré tout, c'est à la tangente des réformes que nous souhaitons. Et l'air de rien, je pense qu'il faut que tu nous envoies le texte du manifeste. Hein, je pense qu'on peut le faire passer au bureau. Ok, mais donc je pense qu'on peut sans doute le signer. Je vais en parler avec tous les gens du bureau. Mais l'air de rien, tu vois, en faisant passer ces idées, on casse aussi les idées néolibérales sur la croissance, sur les questions de création monétaire. Tu vois, c'est quand même très concret ce qu'on dit sur la BCE. On ne dit pas tout de suite qu'il faut modifier les traités, mais on dit quand même que les 1000 milliards doivent être utilisés de façon radicalement différente, qu'il doit y avoir un choix démocratique. En gros, on explique que la BCE ne peut plus faire ce qu'elle veut sans que les peuples et les citoyens aient leur mot à dire. En relançant le débat sur la question du temps de travail, sur la question des retraites, on explique que la seule façon de sauver les retraites, c'est de lutter contre le chômage, de rééquilibrer la part des salaires et qu'il y ait plus de gens qui cotisent. Donc en fait, on va à l'encontre de ce que dit Macron. Je crois que dans le papier du Monde dont tu parles, Macron propose aussi que le fonds de réserve soit uniquement investi sur les marchés financiers. Il voulait encore, pour favoriser il nous faisait du baladur. Non mais c'est incroyable qu'un gars dans ce gouvernement nous fasse du baladur plus sur tous petits porteurs, tous actionnaires. C'est quand même assez scandaleux. Sur la question du logement, encore une fois, j'ai parlé de coopérative. Encore une fois, je redis que le plan d'urgence, le but est de montrer qu'on peut avoir, tout avec ces contraintes financières, on peut changer quand même radicalement les choses si on a une vraie volonté politique. Et j'ai bien dit qu'aux Pays-Bas, ce sont des coopératives. Donc la question de comment est-ce qu'on fait sur le terrain, je suis complètement d'accord avec toi. Personne ne pense qu'il suffit de débloquer 37 milliards pour tout changer. Mais simplement, la question du financement est quand même importante. Quand vous voyez les bailleurs sociaux, il y a quand même, aussi bien pour réhabiliter des vieux appartements que pour en construire des nouveaux, il y a quand même besoin d'argent. Tout ce qui j'étais encore à la Fondation Abbé Pierre il y a 15 jours, c'est pas pour rien s'ils soutiennent cette idée, ils vont pas le mettre en avant, ou on verra d'ailleurs si peut-être qu'à un moment il y a plusieurs associations qui pourraient nous soutenir mais ne veulent pas être les premiers à le faire. Mais ils disent bien que la question financière n'est pas la seule, mais qu'elle est quand même fondamentale. Si on n'arrive pas à débloquer la question du financement, voilà, je m'arrête là. Juste, oui, pour rajouter un mot sur le logement, effectivement, bon, il y a la construction de logements sociaux, etc. On sait bien qu'il y a besoin de logements, parce que justement, la Fondation Abbé Pierre, on dit bien qu'on compte quand même plus de 3 millions de personnes qui sont soit à l'hôtel, soit hébergées chez des tiers, soit carrément sans domicile ou dans des centres d'hébergement. Après, il faut savoir aussi qu'on a plus de 2 millions de personnes qui sont dans des logements qui sont privés de confort, dont 420 000 logements indignes et des copropriétés dégradées. Donc là aussi, il y a besoin d'argent avec l'Agence nationale de l'habitat ou d'autres systèmes. Il y a des systèmes de bail à réhabilitation, des systèmes de sous-location, de transformation de ces logements, etc. Donc il y a des tas de choses à faire, hein, bien sûr. Et la réhabilitation du parc dégradé ancien est aussi extrêmement important. Il ne s'agit pas seulement de construire en périphérie des ensembles neufs en béton et tout, loin de là. Et bien sûr, tout cela doit être accompagné dans les plans locaux d'habitat de tous les services publics nécessaires, notamment de crèches, d'écoles, de centres sociaux, de centres pour les jeunes, de tout ce qui fait aussi la vie du quartier, la vie citoyenne, etc. C'est effectivement tout ça à penser de façon globale. On prend d'autres questions ? Voilà. On va enchaîner par une question de Blaise, du comité territorial de l'Essonne. Comment faire admettre l'idée d'un partage du temps de travail quand le niveau de vie baisse et que les travailleurs bouclent difficilement les fins de mois ? Ensuite, une question de JSK de Paris. Les mesures proposées sont effectivement très simples et rapides à appliquer. Question, pourquoi nos dirigeants actuellement ne les appliquent pas, au point de devoir nous imposer notre vision et notre plan ?
Alors, sur la question de Blaise, c'est un cercle vicieux parce que plus il y a de chômage, plus il y a de petits boulots et de gens qui ne sont pas augmentés. Et si le mouvement de réduction du temps de travail est trop faible, il ne va pas créer massivement des emplois et donc les gens n'auront aucune envie, même pas qu'on bloque leur salaire. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas bien le projet de Nouvelle Donne, qu'on explique, qu'on montre comment on pourrait tous reprendre le mouvement historique de baisse du temps de travail. Quoi qu'en dise Sarkozy, le sens de l'histoire, ce n'est pas de travailler plus pour gagner plus. Tous, qu'on soit en France, en Espagne, en Belgique, on travaille tous 2 fois moins, on travaille 2 fois moins qu'il y a un siècle. On était à 7 jours, on est passé à 6 jours, on est passé à 5 jours, on a donné des congés payés. Donc tous, qu'on soit de droite ou de gauche, belge, français ou espagnol, on travaille tous 2 fois moins et on gagne 5 fois plus ou 6 fois plus que nos arrière-grands-parents. Ça s'appelle l'intelligence humaine, ça s'appelle le progrès social, ça s'appelle les gains de productivité bien partagés. Donc ce que dit Nouvelle Donne, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'on arrête ce mouvement parce que les gains de productivité sont colossaux. Nathalie parlait des nouveaux robots qui vont détruire, on nous dit, c'était la une des journaux il y a 2 mois, on va détruire 3 millions d'emplois en France et tout le monde s'en fout. C'est quand même incroyable. Des études très sérieuses expliquent que les nouveaux robots vont détruire 3 millions d'emplois d'ici 15 ans en France, et bien tout le monde s'en fout. Et or, on a déjà fait depuis 40 ans des gains de productivité colossaux grâce aux ordinateurs, grâce aux robots. Donc ce que dit Nouvelle Donne, c'est qu'il faut reprendre le mouvement et aller vers la semaine de 4 jours avec un financement qui a déjà fait ses preuves chez Maminova, chez Fleury Michon, dans 400 entreprises. L'entreprise, quand elle passe à 4 jours, si elle crée au moins 10% d'emplois en CDI, arrête de payer les cotisations chômage. Donc ça n'est pas dans le plan d'urgence, mais tous les soirs quand on est en débat, je vous rassure, ça on va quand même le mettre dans tous les soirs. On s'est entraîné, on était une dizaine à se former pour être porte-parole dans des grands débats il y a 10 jours. Et il y a la présentation du diagnostic, les 5 mesures d'urgence, et après ça quand même une partie du projet de Nouvelle Donne sur comment est-ce qu'on peut changer l'Europe, comment on peut sortir de l'austérité, et la question fondamentale des gains de productivité et du temps de travail. Donc, aujourd'hui, c'est un débat qu'on avait il y a 15 ans avec des syndicalistes, quand il y avait un grand débat avant même les 35 heures. C'est paradoxal de voir que les familles qui sont les plus touchées par le chômage, imagine un couple avec des enfants grands et il y a l'un des deux dans le couple qui est au chômage et puis l'un des enfants qui a 25 ans ou 26 ans est encore chez papa et maman. Donc il souffre du chômage, mais justement celui ou celle qui a du boulot va faire le maximum pour faire des heures sup parce qu'il n'y en a qu'un qui rapporte de l'argent à la maison. Voilà. Donc ou bien il y a un mouvement général vers la semaine de 4 jours. Toutes les entreprises en quelques années en France passent à la semaine de 4 jours et on peut créer 2 millions d'emplois entre la semaine de 4 jours, ce qu'on dit sur le logement, ce qu'on dit sur le climat, ce qu'on dit sur les PME. On peut créer entre 2 millions et 2 500 000 emplois. Et donc si on y va tous, s'il y a un vrai changement de société, cette famille, on peut penser qu'ils auront de bonnes chances pour que l'un des deux chômeurs ou les deux retrouvent un boulot. Et du coup, celui qui a accumulé les heures sup peut accepter de ne plus faire d'heures sup s'il y a un nouveau salaire qui rentre dans la maison. Donc vous voyez ce que je veux dire. Ou bien il y a un mouvement général et ceux qui étaient les plus touchés peuvent accepter de perdre un tout petit peu sur les heures sup ou de bloquer le salaire pendant 1 an. Ou bien s'il n'y a pas de mouvement général, c'est chacun sa pomme, chacun qui s'occupe uniquement de son compte en banque, de sa famille, et tant pis pour les autres. Donc c'est bien pour ça que Nouvelle Donne veut montrer aussi, il y a aussi un combat intellectuel. Tu parlais de fraternité. La fraternité, c'est d'abord des valeurs, c'est d'abord une éthique, mais c'est aussi tout bêtement, on est tous dans la même galère, on est tous dans le même bateau, et le sauf qui peut individuel n'amènera à rien. Ou bien on s'en sort tous ensemble, ou bien ça peut très mal finir. Sur JFK, pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Il y a un mélange de je m'en foutisme. Honnêtement, je pense qu'il y en a qui s'en foutent. Je pense que parmi nos dirigeants, il y en a qui s'en foutent. Vous et moi, si on est là cet après-midi, c'est que ça nous tarabuste, ça nous empêche de dormir. La question de la fraternité, moi, ça m'empêche de dormir quand je vois un gosse qui est en situation d'échec scolaire dans l'école du quartier, là, ou quand je vois quelqu'un qui est dans la rue, je pense que tout ça nous empêche de dormir. Voilà, cette fraternité nous met en mouvement, tandis que je pense qu'il y en a qui parlent de liberté, d'égalité, de fraternité, mais qui s'en foutent. Visiblement, il y en a qui gèrent leur carrière, il y en a qui sont rentrés au PS parce qu'il y avait des places, ils sont montés, de même qu'un gars de chez Coca-Cola peut être directeur des ventes chez Coca-Cola, même s'il n'aime plus le Coca-Cola, il ne boit plus du tout, mais il fait carrière chez Coca-Cola. Donc il y en a qui font carrière en politique, et c'est pour ça que Nouvelle Donne veut aussi un changement radical en matière démocratique, parce qu'à nos yeux, la politique n'est pas une carrière. La politique est un service, et c'est aussi un des éléments qu'on a remis notre charte éthique, enfin des extraits de la charte éthique dans notre 16 pages, et il y a bien la question du non-cumul qui nous paraît fondamentale. On n'est pas là pour faire carrière, on est là pour rendre service pendant un moment donné à un peuple et à des citoyens et agir avec eux. Donc pourquoi il y a vraiment ce je m'en foutisme, et puis il y a le poids des lobbies, c'est tout à fait clair. Je me suis fait engueuler une fois parce que j'avais raconté en public, je suis plutôt assez loin de l'UMP, vous l'avez compris, mais quand Sarkozy avait été à l'Élysée et avait été nommé président du G20, j'avais tendu une perche à Henri Guénaud, parce que j'avais cru à un moment que Guénaud était un gaulliste social, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a une époque où il prétendait être un gaulliste social, et j'avais dit à Guénaud, si vous voulez qu'on se voit, je serais content qu'on passe 1 heure ensemble, puisque Sarkozy va bientôt être président du G20.
Donc je me retrouve à l'Élysée, au premier étage de l'Élysée, avec Henri Guénaud, et je lui montre les graphiques sur la dette, voilà, et il me dit, je partage votre inquiétude, et je lui dis, mais alors pourquoi vous faites rien? Le bureau d'à côté, c'est le président de la République, pourquoi vous ne faites rien? Il commence à me dire, mais les Allemands sont nuls, les Anglais bloquent tout, voilà. Je lui dis, mais attendez, il y a plein de choses qu'on peut faire en France, même si les Allemands ou les Anglais ou les Américains n'en veulent pas, il y a plein de choses qu'on peut faire en France, pourquoi vous ne faites rien? Et je m'énerve un peu. Et Guénaud me lâche le morceau en m'expliquant que celui qui a vraiment l'oreille du président de la République, celui qui est le vrai conseiller spécial du président, c'est Michel Pebro, le patron de BNP Paribas. Donc c'est quand même troublant, vous êtes au premier étage de l'Élysée, dans un bureau magnifique avec vue sur le jardin, le gars vous a donné sa carte, il y a marqué conseiller spécial du président de la République, mais il est très bien payé, il est là pour faire les beaux discours, pour émouvoir les gens, mais en fait il vous dit que le vrai conseiller du président, c'est Michel Pebro, le patron de BNP Paribas, le patron du lobby bancaire européen. Et tous ceux qui ont travaillé sur la question de la séparation des banques, le journal Les Échos, hein, c'est pas la gauche de la gauche de la gauche, Les Échos ont dit les banquiers ont gagné. Avec Bruno Gation, on avait fait un article dans Libé en disant c'est comme si la séparation de l'Église et de l'État, la loi de séparation de l'Église avait été faite par les évêques. Ça aurait été moins efficace. Voilà. Et là, on a demandé aux banquiers de rédiger une loi de séparation des banques. Mais évidemment, ils n'ont rien fait. Donc c'est triste à dire, et on le voit, au niveau européen, c'est quand même dramatique de voir que même Angela Merkel aujourd'hui est d'accord pour une taxe Tobin. Vous avez vu, il y a quand même des choses qui bougent au niveau européen. Il y a 10 pays qui ont décidé de mettre en place une taxe Tobin. Les Anglais sont furieux, mais ils ont échoué dans leur recours juridique. Donc ça y est, du point de vue juridique, c'est la preuve quand même qu'il y a des choses qui peuvent bouger. C'est la preuve qu'on peut redémarrer l'Europe avec 10 pays. Soit on fait des nouveaux traités complètement, soit on fait des coopérations renforcées avec 10 pays. Et ceux qui bloquent aujourd'hui sur la taxe Tobin, c'est les socialistes français. C'est quand même dramatique de voir que Angela Merkel et Schäuble maintenant sont vraiment pour la taxe Tobin et que c'est des socialistes français qui bloquent et qui se font les porte-voix des lobbies bancaires. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on veut leur permettre de partir à la retraite. Ils sont tous pour la retraite à 60 ans, ils ont tous passé l'âge limite, il faut qu'ils aillent et qu'ils en profitent. Et on a plein d'idées pour faire à leur place. Ravi de vous rencontrer à nouveau. J'étais à l'Assemblée Générale de Nouvelle Donne au mois de janvier, adhérent depuis très peu de temps. Je voudrais rebondir sur le pacte énergie-climat. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, l'environnement. Et sur notamment comment on va investir ces 1000 milliards. En effet, on va investir ces 1000 milliards dans les énergies renouvelables. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres options? Il y a d'autres options qui peuvent être... on peut peut-être changer aussi d'économie, au niveau notamment de ce qu'on a au niveau de l'agriculture. L'agriculture, vous savez, si on veut vraiment agir sur le climat aussi, il y a en effet les bâtiments qui représentent la première émission des gaz à effet de serre, mais aussi l'agriculture intensive qui représente la deuxième cause de gaz à émission à effet de serre. Alors, est-ce qu'une partie de ces 1000 milliards, on ne peut pas aussi repenser notre façon de travailler au niveau de l'agriculture intensive, au niveau de repartir, alors après on va parler de bio, de bobo ou autre, mais repartir sur des économies qui vont être plus proches en effet et arrêter toute cette agriculture intensive. Là aussi il y a des gros lobbies agroalimentaires qui sont en jeu et qui travaillent justement pour aller contre ça. Et il y a la COP21 au mois d'octobre. Et alors on nous parle en effet d'isolation et puis d'améliorer en effet avec les énergies renouvelables, on va pouvoir améliorer nos transports et autres, mais on oublie cette deuxième cause à effet de serre, c'est l'agriculture intensive. Il y a 1 mois et demi à Paris, on a encore demandé aux personnes d'arrêter de venir en voiture parce que justement il y avait de la pollution dans l'air. Il y a Airparif, vous aimez bien les recherches et les études, Airparif a sorti une étude qui démontrait bien que c'était pas à cause des voitures qu'il y avait ce pic de pollution, c'est à cause des rejets d'ammoniac en région parisienne. Donc, et c'est l'agriculture intensive qui mène tout ça. Et personne ne parle de ça, il n'y a aucun politique qui parle de l'agriculture intensive et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc parmi ces 1000 milliards, moi j'aimerais bien entendre aussi parler en effet l'énergie renouvelable et l'isolation des bâtiments. Mais l'isolation des bâtiments, il y a déjà plein d'actions qui sont en cours. Moi aussi j'isole mes bâtiments et en effet je peux profiter de dégrèvements d'impôts et je le fais. Mais donc il y a cet aspect-là, j'attends qu'il y ait des politiques qui le prennent en main et qui en parlent. Mais là aussi il y a des gros lobbies, il y a l'agroalimentaire, il y a la FNSEA, il y a des choses à faire. Excusez-moi, j'étais un peu long, je vais faire simple, parler simplement. Oui,
Sandine du 6e. Je pense que, étant donné qu'il s'agit des lobbies bancaires qui sont de toute façon évidemment internationaux, donc est-ce que Nouvelle Donne est en relation avec, par exemple, aux États-Unis, où on nous prépare cette espèce de terrible traité donc international, TAFTA, je ne sais pas quoi, et c'est au niveau international aussi qu'il faut qu'on se batte. Et là, est-ce que Nouvelle Donne est en relation avec un nouveau mouvement politique? Est-ce que ça existe aux États-Unis, quelque chose qui serait équivalent de Nouvelle Donne dans les autres pays? Est-ce qu'il peut y avoir une espèce de mouvement, une espèce de chaîne, mais internationale? On ne peut pas lutter au niveau seulement national, il me semble. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, une troisième question. Oui, Jean-François Cavry, 13e. Moi, j'appuie, enfin, je voulais poser la question sur l'agriculture. Il ne faut pas que Nouvelle Donne soit trop urbain, je dirais pas parisien, mais urbain. Qu'il y a aussi le lobby des urbanistes et architectes. Et je crois qu'il y a un vrai problème, et ça rejoint la question sur le foncier, à savoir que peu de Parisiens le savent, mais 70% de l'espace d'Île-de-France est un espace rural, qui explique les problèmes de pollution, d'ailleurs. Et que toutes les 10 minutes, on perd l'équivalent d'un terrain de football en terre agricole, tous les 7 ans, l'équivalent d'un département. Et ça pose un gros problème au niveau agricole. Et je crois que bon, l'agriculture, c'est pas rien dans l'économie de la France. Au niveau macroéconomique, c'est le deuxième poste, si ma mémoire est bonne, le deuxième poste économique en France. Et donc, il faut prendre en compte cela parce que l'agriculture, c'est plus important au niveau politique que les 3% d'agriculteurs, ou les 2 ou 3%. Et au niveau des idées, c'est très important parce que ça rejoint les problèmes d'environnement et autres. Donc, c'était ma question. Ma deuxième question, alors, c'est une question sur plus institutionnelle, mais pour mettre en œuvre ces réformes, l'important aussi, c'est de savoir comment on va les mettre en œuvre et avec qui. Bon, le problème des collectivités locales, c'est un problème fondamental. Je ne parle pas de la loi qui vient d'être votée, qui est la loi qui n'est pas la loi de décentralisation. C'est ni fait ni à faire. Enfin, c'est n'importe quoi quand on pense qu'on a voté des départementales sans savoir si les départements allaient rester ou pas. Enfin, c'est aberrant. Cette loi aurait dû être dénoncée au Conseil constitutionnel. Parce que, bon. Enfin bref, et savoir par rapport aux réformes que vous proposez, auxquelles j'adhère, qui va les mettre en œuvre? C'est-à-dire, bon, vous avez parlé de l'État, et l'État évidemment, mais il y a aussi les collectivités locales, qui, ne l'oublions pas, 70% de l'investissement public, c'est les collectivités locales. Et donc elles sont en crise actuellement. Bon, savoir, et par rapport à ça, il faut peut-être avoir une réponse. Merci pour la réponse. À vous. Question à nous. Écoute, en participant, en voyant juste le débat qu'on a ensemble depuis une demi-heure, je me dis que notre idée, enfin l'idée qui vient de copains de Grenoble, de dire qu'en même temps on va faire des débats mixtes, on va expliquer les idées de Nouvelle Donne, on va mettre en avant les 5 mesures du plan d'urgence et puis quelques autres, et puis on laissera la parole à la salle pour faire des cahiers de doléances et de propositions. Je vois bien effectivement comment ça peut, si on met un vrai contenu au début, c'est pas vous êtes tous experts. Je ne sais pas s'il y a des amis de Ségolène Royal ici, mais il y a un moment où la démocratie participative, ça partait un peu dans tous les sens parce qu'il n'y avait pas de contenu donné au début. Et je pense que ce que essaye de faire Nouvelle Donne, c'est qu'en même temps, on ne part pas de rien, on a bossé, donc on arrive avec des propositions. Mais du coup, après ça, le débat est passionnant parce que chacun apporte aussi des idées qui peuvent nourrir notre projet pour 2017. Donc le but, c'est que on ait ce type de débat aux 4 coins du pays et que sur le site internet, il y a aussi un espace où les gens pourront apporter des idées sur l'éducation, sur le logement, pour que tout ça ne soit pas perdu et que tout ça se nourrisse pour de vrai notre projet pour 2017. Sur la question de l'agriculture, c'est une question sur laquelle on travaille évidemment. On est avec la Confédération paysanne pour lutter contre l'agriculture intensive. On sera à Amiens pour lutter contre les 1000 vaches. On est déjà allé 4 fois à Amiens depuis 1 an et demi pour soutenir la Conf et pour lutter contre cette agriculture stupide. Et c'est d'autant plus le moment d'avoir un vrai projet sur l'agriculture que la politique agricole européenne est en train de s'effondrer et que donc il y a une souffrance des paysans qui est terrible.
Le prix du lait s'est effondré, là, moins 40% en quelques mois, aussi bien en Allemagne qu'en France. C'est la fin des quotas. Pendant 30 ans, l'Europe avait une politique qui n'était pas géniale, qui était peut-être beaucoup trop industrielle, mais qui au moins protégeait le revenu de certaines productions. Avec les quotas laitiers, on évitait la surproduction, donc les prix ne s'effondraient pas et les paysans pouvaient vivre de leur travail. Le but d'un paysan n'est pas d'avoir un chèque qui vient de Bruxelles, le but d'un paysan est de faire un travail qu'il aime, d'un endroit qu'il aime, et de vivre de ce travail. Et pendant 30 ans, grâce aux quotas laitiers, ça a marché. Et puis là, les libéraux ont gagné la bataille, on a foutu en l'air les quotas laitiers. Depuis 2 mois, il n'y a plus de quotas, et les prix s'effondrent partout. Et quand on dit que c'est Bruxelles, c'est pas Bruxelles, hein, c'est aussi la France, les responsables. Si Bruno Le Maire avait dit non, comme la question de l'agriculture, c'est une question à l'unanimité, si le ministre français à l'époque avait dit non à la fin des quotas, voilà, donc là, il y a une souffrance terrible chez les paysans. Il y a la crise du lait, il y a la crise du porc. Donc, c'est le moment pour leur dire qu'on peut en même temps protéger leurs revenus, leur donner un travail, leur permettre d'avoir un travail intéressant et avoir une agriculture moins intensive, moins polluante. Je suis allé passer un bon moment chez Laurent Pinatel, le patron de la Confédération paysanne. Quand je suis revenu de vacances, j'avais laissé la petite famille en Espagne et je suis allé passer 24 heures chez Laurent. Et bien, c'est l'exemple concret, comment une entreprise, un paysan peut créer un emploi. Ils étaient 3 adultes à vivre sur son exploitation. Ils sont passés à 4 avec une agriculture plus respectueuse de l'environnement, avec une autre façon de gérer la valeur ajoutée. Donc, ils ont augmenté d'1 tiers leurs effectifs. Donc ça montre qu'en matière agricole, on peut aussi créer des emplois tout en étant efficace, tout en étant rentable, entre guillemets. Donc on travaille là-dessus. Il y a une commission qui travaille là-dessus. Et notre but, je vous rappelle que le but de Nouvelle Donne, on s'est construit autour de 20 propositions. C'est ça notre socle commun, mais on ne prétend pas que ça va être... Il y a plusieurs commissions qui travaillent d'ici 6 mois, d'ici 9 mois. Le but, c'est que tous les adhérents puissent adopter un nouveau projet, que la commission éducation, la commission justice, la commission démocratie, la commission agriculture puissent faire des propositions qui seront débattues par tout le monde. Sur est-ce que TAFTA, est-ce qu'on a des contacts aux États-Unis? La réponse est non. Honnêtement, on a quelques intellectuels, quelques profs d'économie. On va essayer de faire revenir Stiglitz sans doute en octobre en France. Il vient, on va sans doute faire un débat avec lui. On aimerait faire venir Robert Reich, l'ancien ministre de Bill Clinton, parce qu'il est sur la question du temps de travail. Robert Reich explique que la grande réforme qu'il faut faire, c'est de baisser le temps de travail. Donc on voudrait faire des événements comme ça. On voudrait que Nouvelle Donne, de temps en temps, fasse des grands événements avec un grand Américain, avec des... On a d'autres choses sur les questions de diplomatie dans les tuyaux, mais pour le moment, on n'a pas vraiment de contact organisé aux États-Unis. Mais je pense que déjà, si on arrive à clarifier le débat et à peut-être prendre les manettes d'un pays, ça fera bouger les choses dans les autres. Tous les pays cherchent des solutions en ce moment. Je me souviens qu'on avait fait un article avec Michel Rocard il y a 4 ans dans le journal Le Monde pour expliquer comment on pouvait financer la dette publique à 0,1%. C'était dans Le Monde le 5 janvier, et dans la semaine qui a suivi, c'était traduit dans tous les pays d'Europe. Dans El País, dans Le Soir, il y a eu 30 000 Grecs. C'était émouvant de voir, je comprenais, c'était tout traduit en grec, on ne comprenait rien à part Rocard et la route du Roux. Mais de voir, non mais tous les pays cherchent des solutions. Donc si on arrive, la bataille qu'on mène, attendez, honnêtement, si on est tous dans une salle bizarre, obscure, un samedi, même si je remercie le Théâtre de la Bastille de nous accueillir, c'est génial, mais quand même on est un peu maso de venir dans une salle comme ça pour se former, mais je pense que le combat qu'on mène est fondamental, parce que si on arrive à recréer de l'espoir, à construire un vrai projet de justice sociale dans notre pays, je suis sûr que ça va faire bouger très très vite les autres pays, que ça va influencer. Donc pour le moment, on n'a pas de contact aux États-Unis, on a des contacts en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Espagne, en Belgique. Donc il y a quelques pays d'Europe où on a vraiment des contacts, mais déjà, mettons, on est plutôt sur l'idée de mettre le paquet en France et d'avoir un effet de... Vous savez, l'effet de domino, on dit souvent l'effet de domino en matière catastrophique. S'il y a une banque qui fait défaut, l'ensemble du système économique mondial peut se planter, mais l'effet domino, il peut être aussi positif. S'il y a un pays qui montre comment on peut pour de vrai s'en sortir par en haut, on pourrait vivre dans un pays de cocagne. On n'a jamais été aussi riche. Et si dans quelques années en France on vit dans un pays de cocagne, si on a retrouvé un équilibre social, si on a retrouvé la convivialité, la fraternité, si on a un bon système de protection sociale, si tout le monde a un boulot, on peut avoir un effet de contagion positif et une révolution qui se fait en quelques années. Sur la question des collectivités, il faut qu'on y travaille pour les régionales. Tu parlais du fait que dans plusieurs régions, on commence à réfléchir si on y va, si on n'y va pas, et quel est notre projet si on y va. Et évidemment, en Ile-de-France, il y a la question du Grand Paris, mais partout, il y a la question de comment on s'organise. Et c'est pour ça qu'on dit bien que le plan d'urgence est essentiellement débloquer des grandes masses au niveau français, au niveau européen. Mais on dit bien, par exemple, que les 1000 milliards, ils devraient être gérés au niveau des régions et au niveau des territoires. On le met clairement. Ce n'est pas au niveau européen qu'on va gérer cet énorme chantier. Ou la question du logement, on propose qu'il y ait des coopératives et on dit bien qu'il faut revoir l'équilibre des pouvoirs. Ce n'est pas forcément aux maires de pouvoir décider, de pouvoir bloquer. Donc on dit bien qu'il y a ce chantier, il faut qu'on avance là-dessus.
Non, mais c'est juste tout à fait pour ajouter, en tout cas sur les questions que je connais le mieux, sur le logement, la lutte contre l'exclusion, etc. L'enchevêtrement des compétences, c'est absolument insupportable. Hein. Dans la lutte contre l'exclusion, c'est l'État, c'est le département, c'est la ville, c'est les associations, c'est tout le monde qui fait tout en même temps, etc. Il faut absolument clarifier tous ces échelons de compétences en ayant, d'une part, en ce qui concerne l'Île-de-France, en tout cas, un aspect métropole avec les transferts de compétences pour la création de logements, la création, l'organisation du territoire, et puis après une politique au plus près des territoires pour les personnes les plus exclues. Et cette politique au plus près, elle a lieu, par exemple, à Paris, sur les arrondissements, voire parfois infra-arrondissements. Ça, c'est le travail d'accompagnement des personnes au plus près de leur lieu de vie, de leur lieu de, je dirais, même d'habiter, même quand ils habitent sur des trottoirs, ils habitent. Donc voilà, donc il faut effectivement toutes les échelles et l'enchevêtrement des compétences et aussi toute une réflexion qu'on doit mener ensemble. On va passer avec les questions online. Tout d'abord, une question d'Yves-Marie Rollin à l'intention de Anne Joubert. Ne pensez-vous pas que, dans l'optique de la campagne 2017, le revenu de base associé au partage du temps de travail pourrait être un point central de notre campagne, nous différenciant ainsi des autres partis en offrant une réelle opportunité d'éradiquer la grande pauvreté et de ramener le plein emploi? Et une autre question de Colibri. Que dites-vous aux patrons de PME qui disent que la fiscalité sur le travail en France est trop élevée? Partagez-vous ce diagnostic, des propositions? Faire basculer la fiscalité sur le travail vers une fiscalité écologique. On m'entend pas? Non, c'est devant. Ok. Ça va comme ça? Ah, on est bien là. Donc une question de Colibri. Que dites-vous aux patrons de PME qui disent que la fiscalité sur le travail en France est trop élevée? Partagez-vous ce diagnostic? Avez-vous des propositions? Faire basculer la fiscalité sur le travail vers une fiscalité écologique. Je vais peut-être donc répéter la première question. Ça le fait? Voilà. Alors oui, merci. Alors sur le revenu de base et partage du temps de travail, donc d'abord une ou deux choses. Vous savez que l'Union européenne actuellement est en train d'avoir une réflexion sur un revenu dit adéquat pour l'ensemble des États membres et qui est calculé à partir de budgets de référence. Et l'ONPES, qui est l'Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale, vient d'élaborer pour la France des propositions justement avec bien sûr les gens concernés sur deux villes, qui sont Tours et Dijon, avec des groupes pour faire émerger cette définition et qui ne prend pas seulement en compte les besoins dits de base, se nourrir, se loger et se soigner, mais aussi la participation à la vie sociale. Donc ça, c'est très très intéressant. Je vous invite à lire, c'est paru dans la dernière lettre de l'ONPES. Et à Nouvelle Donne, vous savez que depuis longtemps, on réfléchit aussi à un revenu de base et qu'on a notamment une commission thématique nationale qui travaille énormément là-dessus, qui est en train d'élaborer différents scénarios avec différentes options, qui travaille sur les financements, sur la mise en... Et donc tout ça est en cours de travail. D'ailleurs, tous ceux qui souhaitent y participer peuvent le faire avec la commission thématique, mais aussi il y a des espaces sur le forum pour aussi mettre des propositions. Donc je crois que c'est effectivement quelque chose qui, je pense que tout ce qui concerne le revenu de base ou un revenu adéquat ou un autre système, on n'a pas encore totalement décidé quelle méthode précise, quel moyen, quel revenu précis, mais tout ça est en cours d'élaboration. Et effectivement, et on a à le porter et à travailler avec tous les gens qui y travaillent. Sur la question de la fiscalité, il y a aussi un groupe qui travaille là-dessus. Alors sur la question de fiscalité du travail, elle a quand même pas mal diminué. La question du coût du travail, il y a quand même eu beaucoup d'exonérations depuis 30 ans. Donc en particulier au niveau du SMIC ou entre le SMIC et SMIC plus 50%. Donc le coût du travail a déjà pas mal baissé, mais l'idée d'avoir un financement plus large de la protection sociale est une idée importante. Ça peut être une taxation du CO2 et de se dire que au lieu de taxer le travail, on taxe la consommation d'énergie. Donc l'essentiel, c'est de se donner les moyens pour changer de modèle, mais
une des façons d'orienter le comportement des gens, c'est de donner un prix au carbone. Et donc, les gens aient les moyens de changer de comportement. Les 1000 milliards, ça permet de débloquer des nouveaux moyens de transport, des moyens d'économiser de l'énergie. Mais on peut aussi faut avoir la carotte et le bâton. Donc, augmenter la fiscalité sur l'énergie est une façon d'accélérer l'évolution. Il y a aussi une fiscalité aux frontières de l'Europe. Quand on dit qu'on veut un traité de l'Europe sociale, quand on dit qu'on veut que l'Europe pèse, si on veut une puissance politique, si on veut redémarrer l'Europe avec 9 ou 10 pays, c'est aussi pour dire que l'Europe a son mot à dire à l'OMC. Et donc il peut y avoir, vous savez qu'un des moyens de faire bouger les choses, la Chine, quand elle est rentrée à l'OMC, avait signé 22 conventions sociales, sinon elle n'aurait pas été admise à l'OMC, mais depuis qu'elle est admise à l'OMC, elle n'en respecte aucune. Officiellement, en Chine, personne ne travaille plus de 40 heures par semaine. Ils ont signé la convention sur la semaine de 40 heures, le droit à un salaire décent, le droit à un logement décent, voilà. Et ils n'en respectent aucune. Et l'OMC s'en fout. Et ils regardent ailleurs. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que l'Europe est le premier client de la Chine, et quand on est le premier client de quelqu'un, surtout quand ce quelqu'un ne va pas bien économiquement, il a besoin de garder ses débouchés. L'Europe pourrait son mot à dire, et donc l'Europe pourrait dire à la Chine, on ne va pas faire du protectionnisme à l'ancienne et agressif en coupant les vivres, on vous donne 2 ans ou 3 ans pour respecter, ou 4 ans pour respecter ces règles sociales. Et si dans 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, vous ne respectez pas ces règles sociales et ces règles environnementales, on mettra aux frontières de l'Europe une taxation. Donc c'est aussi un moyen de remplir les caisses. En gros, c'est pour éviter les importations, pour éviter les délocalisations et pour éviter les importations de produits à bas prix. Donc sur la fiscalité, là aussi ça peut être frustrant, mais notre mouvement n'a que 1 an ou 18 mois. On essaie d'avoir un fonctionnement un peu démocratique. Et donc, il y a des groupes de travail. Et je pense qu'aux journées d'été, pour ceux qui viendront aux journées d'été, on aura des débats assez passionnants. Et ce sera aussi des moments de formation et de débat. Et puis que d'ici la fin de l'année, il faut qu'on invente un processus démocratique qui nous permettra de valider le travail. Il y a des commissions, fiscalité, environnement, agriculture, éducation qui travaillent. Mais ce n'est pas juste à 10 ou 15 personnes qui vont décider. C'est l'ensemble des adhérents qui pourront réfléchir et qui pourront prendre des décisions pour notre projet de 2017. Allô, allô. Pensez bien à parler devant le micro. Richard du comité territorial de Saint-Nazaire-Presqu'île. Donc moi j'ai bien aimé le déroulé là, que j'ai vu à l'instant. J'étais allé à la formation du 1er février pour les futures réunions d'appartements et pour cette campagne d'urgence. Et là, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, bon, même si ça reste, il y a tu as un peu gommé tout ce qui était comparaison entre les 30 glorieuses qui étaient traitées un peu de façon édénique dans les PowerPoint que nous avions à l'époque, et puis la société néolibérale à partir des années 80. Donc cette opposition qui était un constat était un petit peu, quand on rencontrait en fait des Français, quand on en parlait, était un petit peu difficile à avaler, sachant qu'à chaque fois on nous répondait que beaucoup de gens nous répondaient que les 30 glorieuses, c'était pas si glorieux que ça à tout un tas de niveaux. Donc ça c'est une chose. Et puis justement dans ces réunions que nous avons déjà, il y avait au niveau de l'argumentaire une motivation à trouver, et j'avais cru comprendre, enfin je pense que j'avais compris, qu'il y aurait une pétition à signer en vue d'un projet de loi. Et donc ça, au niveau de la motivation, parce que quand on rencontre, bon, on nous dit bon, bah, comment vous allez faire pour faire passer ces mesures. Donc pour motiver les gens, je trouve qu'il faut avoir un projet autre que de dire bon, on verra en 2017. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais poser comme question. C'était bien, ça, ouais. Enfin, la signature de la pétition. Ouais. Bonjour, je suis Dominique Guillemot de Paris 13e. Tu dis souvent nous serons aux manettes. Nous serons aux manettes. C'est ce que je souhaite. Mais est-ce que tu pourrais développer concrètement quelle manette, quel niveau de décision, peser auprès de quels décideurs, avec des élections ou avec des mouvements citoyens? Est-ce que, avec des mouvements de pensée, comme effectivement les économistes hétérodoxes, Attac, Finance Watch, tous ces gens-là, j'avais vu dans
Et puis donc je te repose la question de Sciences Po, à savoir il y a des centaines de milliards au niveau international. Qu'est-ce que tu entends faire par rapport à ces centaines de milliards, par rapport aux milliards, aux quelques milliards dont tu as parlé au niveau national? Donc je te repose la question de Sciences Po parce qu'il y a des choses se sont passées entre-temps et il y a un autre public. Merci. Devant, il y a un monsieur, je crois qu'il a J'y croyais plus. Bon, on a déjà épuisé les sujets, remarque. François André, c'est comité Yvelines Centre. Sur la question de l'amendement que je vais appeler Canada, enfin de la mesure dite Canada, je voudrais savoir si on est en accord avec les traités européens qu'on a signés. C'est-à-dire si l'Europe peut nous poursuivre pour des motifs, par exemple, de concurrence déloyale, des clauses très précises, puisqu'il doit y avoir normalement pas de concurrence possible à l'intérieur de l'Europe. Il y en a fiscalement, mais en tout cas pas sur les entreprises, donc je voulais savoir si on était dans les clous en prenant une mesure comme celle-là. Et la deuxième, c'est le logement. Ça, il n'y a pas de réponse simple. On est dans une société qui est totalement bloquée là-dessus. En particulier, même si des maires gentils, entre guillemets, ont envie de changer les choses, ils font face à leurs concitoyens qui vont monter au créneau et dire « mais non, tu ne vas pas construire à côté de chez moi, ça va pas le faire ». Et il y a eu des ministres qui sont venus avec beaucoup de bonne volonté, même si on peut estimer que le résultat est nul, mais ils ont essayé de s'attaquer au problème, même Christine Boutin, même et Cécile Duflot. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans la société française pour que ça n'avance pas? Il n'y a pas de foncier disponible, c'est ce que répondent les maires. Les maires disent « mais moi j'ai tout bâti, mon plan il est terminé, il n'y a rien de disponible ». Je crois qu'on n'a pas de proposition concrète pour débloquer ça, enfin à mon avis. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'énergie ou la bonne volonté. Et ils sont bloqués par leur réélection, ces élus-là. Construire, c'est rejeté par le plus simple des citoyens. Voilà. Et donc, il y a un problème de solidarité, y compris vis-à-vis de nos enfants et petits-enfants, parce que le logement est quelque chose qui bloque leur démarrage dans la vie. Et en même temps, les seniors, eux, qui votent, qui vont voter, ne veulent pas qu'on change leur vie là. Voilà. Sans micro ou avec micro? Ah, avec un micro. Bonsoir, Jean-Luc Fortier, je suis de Saint-Ouen. Ce soir, il est question d'économie, certes, j'y connais rien en économie. Donc, je connais un peu plus les conditions de travail, les conditions de vie. Vous parlez de logement, de construire. Là où j'habite à Saint-Ouen, tout près d'ici, au plus. Je ne dirais pas le nombre de mètres carrés, ou peut-être de kilomètres carrés, vides, aussi bien qui appartiennent à l'État, qui appartiennent au département, qui appartiennent à la mairie, ou qui appartiennent à des civils. Alors, on va construire, on construit. Alors, vous m'écoutez tous, c'est sympathique. Donc, vous avez parlé de Madame Duflot, c'est une grande dame. Elle a donné la Légion d'honneur à une autre dame, qui était maire de là où je votais. Je votais pour elle ou pas, j'en sais rien. Mais elle a permis que les HLM soient construits, je tremble, sous l'incinérateur le plus puissant de la région, le Sictom. Alors parlons d'économie, parlons d'argent, parlons de médias. Vous avez raison, certes, ce n'est pas mon domaine. Mais quand on sait qu'il y a 10 ans, les syndicats faisaient une enquête pour savoir qui pouvait dormir à Saint-Ouen pour remplir ces fameux logements. Je vais sans doute bientôt partir, puisque j'ai un certain âge, mais demain, ces logements vont être, ce que disait madame, les centaines de personnes qui vivent mal et qui vivent dans des petites pièces ou des rez-de-chaussée ou des étages. Donc, je pense que c'est une conscience que Nouvelle Donne peut prendre, parce que c'est vrai que Nouvelle Donne a un souffle, que les autres partis politiques, je les ai entendus un peu, je les ai connus un peu, n'ont plus de souffle. Nouvelle Donne en a, il est chiffré, vous avez des gens qui savent chiffrer et qui donnent.
on leur fait confiance, et c'est vrai, mais nous, de notre côté, comment faire, hein, y a des sympathies qui se font, mais comment faire pour que, les travailleurs émigrés travaillent, et travaillent beaucoup, et qu'on continue à les faire travailler, parce que eux, je ne sais pas s'ils sont chômeurs, mais ils travaillent. Le métro est plein de bonhommes et de dames qui travaillent le matin et le soir. Et ils ne rentrent pas de l'opéra, je vous promets. La ligne 13 est pleine d'eux. On va faire la 14, mais la 14 sera vide. Je vous promets, sera archi vide à Saint-Ouen. Mais il y aura le tribunal. Tenez, la question c'est vous. Posez la question. Voilà la mère, on va poser la question. Allez, la dernière, les copains. Allez, à toi, vas-y. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup la parole, mais j'attendais votre question. Ma question, c'est à vous, monsieur, de me la donner parce que vous avez l'âge. Et moi, je l'ai. À vous. On va passer aux questions. Oui, mais il y a des questions online qui attendent aussi. Bon, alors, mais vous inquiétez pas, ça revient là-bas. Je réponds rapidement. Richard, on n'a jamais dit qu'on idéalisait les 30 glorieuses. On a toujours dit qu'il y avait eu des problèmes de gaspillage, d'exploitation, de surconsommation. On disait juste qu'en matière sociale, quand il y avait des régulations sociales, il y a eu 30 années de stabilité économique et de prospérité économique sans avoir besoin d'un gramme de dette. Je vois très bien de quel graphique tu parles. Et on voyait comment la dette totale aux États-Unis était parfaitement plate pendant 30 ans. Et c'est avec l'arrivée de Ronald Reagan qu'elle commence à monter. Et donc juste l'intérêt de ces 30 glorieuses, c'était de montrer que quand il y a un contrat social, quand le partage quand on se donne les moyens du plein emploi et qu'il y a une stabilité entre ce qui va aux actionnaires et ce qui va aux salariés, ça a quand même marché pendant 30 ans. C'est une façon de montrer qu'on n'est pas des utopistes, que ça a pu marcher pendant 30 ans, même si ça ne réglait pas tous les problèmes. Après ça, oui, il y a une pétition. Je n'ai peut-être pas été très clair, mais sur le site de Nouvelle Donne, quand on lancera dans 15 jours le mouvement du plan d'urgence, le but est qu'on dise aux gens, allez signer et parlez-en à vos copains. Il faut vraiment qu'on ait 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui signent. Je redis que ceux qui étaient au collectif Roosevelt se souviennent, on a eu 110 000 personnes qui ont signé, 110 000 qui ont signé pour Roosevelt. Quand Nicolas Hulot avait lancé son pacte, il y avait eu, je crois, 700 000 personnes qui avaient signé. Là, le but, c'est qu'on fasse signer et qu'on foute la pression sur les députés, qu'on foute la pression sur le Parlement, et on fera des événements pour que les télés, les radios puissent parler de nous. On a 6 mois de campagne devant nous. Un jour, on sera devant l'Assemblée, un jour, on sera devant le fonds de réserve. Je pense que les RG nous regardent, donc je ne vais pas te dire, je ne vais pas donner les dates. Mais on veut garder toujours notre crédibilité, mais on va montrer quand même que c'est grave. Honnêtement, ce qui se passe est dramatique. Et s'il y a une prochaine crise financière sans qu'on ait rien changé, la société peut s'effondrer. Vraiment, tous les économistes que je vois sont d'un pessimisme noir. Donc notre but n'est pas juste de nous faire plaisir, de faire un petit document intelligent et puis d'aller se recoucher. Notre but est de secouer le cocotier sans attendre 2017 en disant il y a une réelle urgence. Si ce gouvernement était sérieux, il mettrait en place ces 5 mesures d'ici le mois de septembre ou le mois d'octobre. Donc oui, il y aura la pétition et le but est que les groupes locaux se motivent pour qu'on fasse monter, et ça permettra, Léa Dorian, d'avoir des centaines, des dizaines de milliers d'adresses mail, des gens qui pourront envoyer des informations tous les mois et qui pourront les diffuser. C'est comme ça aussi qu'on fait bouger un pays dans la durée. Quand Dominique demande comment est-ce qu'on fait pour arriver aux manettes, on ne sait pas. Quelle manette? Le but est d'être aux manettes pour changer l'Europe. Le but est d'être au pouvoir, pardon, dans le scénario idéal. Le scénario idéal, c'est d'être au pouvoir dans 2 ans, en 2017. Il y a des législatives, il y a une présidentielle. On ne se résout pas. Ceux qui nous disent qu'on aura le choix entre Sarkozy et Le Pen, on fait partie des 50% de Français, de Marianne, qui disent on ne veut ni de Hollande, ni de Sarkozy, ni de Le Pen. On ne les met pas les 3 dans le même sac, mais on n'en veut plus. Ils ont tous fait preuve de leur inefficacité, et quand on connaît leur projet, pour Le Pen, ce serait pire que de l'inefficacité. Donc, non, on veut faire bouger les choses. Non, mais j'étais à Athènes, ne te moque pas, j'étais à Athènes le jour de la victoire de Tsipras. C'était une immense victoire. Après ça, c'est plus compliqué, et peut-être qu'il pourrait s'y prendre autrement. Podemos est en train de créer la surprise, même si ça ne règle pas tout, et les élections ne sont pas faites, mais tu as une énorme attente de renouveau. Donc est-ce qu'on est capable d'être crédible et d'être joyeux? On était très heureux à la fin des européennes quand certains journaux ont dit qu'on a fait la campagne la plus pédagogique et la plus joyeuse. Et là, on lance une campagne. Le but est vraiment que des millions de gens entendent parler de nos idées. Il y a des jeunes des groupes campus qui veulent faire la tournée des plages. Je pense qu'on va leur donner un coup de main cet été. Le but, c'est vraiment qu'un maximum de gens, on est dans un moment de désarroi terrible. Le débat politique devient terrifiant. Toutes les semaines, tu as un nouveau scandale. Tu as toutes les semaines un mec qui m'est appelé par les juges. Voilà, on a une vraie responsabilité tous ensemble pour faire bouger ce pays, et on peut y arriver. Franchement, je te dis, la joie que j'ai... Alors, quels moyens? Je te dis, il y a la voie. Oui, on va aller aux élections. Je te dis, j'étais à Athènes le soir de la victoire électorale. On est dans un pays démocratique où il peut y avoir des victoires électorales. Podemos espère une victoire électorale. Il n'existait pas il y a 18 mois. Ils espèrent être en situation charnière et
faire passer l'essentiel de leurs idées. On sait bien que c'est jamais du 100%. Voilà, donc il y a un moyen d'y arriver, c'est par la victoire électorale. On est un parti politique qui a déjà créé la surprise aux élections européennes. Marianne rappelle qu'on a fait un bon score au départemental. À Paris, ça ne se voit pas, il n'y avait pas de départemental. Mais là où on est allé, on a fait tout seul, on a fait 5,8%. Donc c'est plutôt bien un parti qui a doublé son score entre les européennes et les départementales. J'étais scotché de voir la vitalité de notre réseau, le punch des adhérents de Nouvelle Donne et des salles archi pleines. Je me souviens, j'arrive à Clermont-Ferrand, dans une petite ville à côté de Clermont-Ferrand, il y avait 200 personnes le soir pour le débat de Nouvelle Donne. Les deux journalistes de France 3 n'en revenaient pas. Les départementales, en principe, tout le monde s'en fout. Dans une petite ville à côté, un soir de la fin de l'hiver, dans une petite ville à côté de Clermont-Ferrand, pour un mouvement politique qui n'a qu'un an, il y avait vraiment 200 personnes et on a eu un débat passionnant et les gens prenaient les tracts en partant. Donc je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens. Mais comment ça peut être soit par des victoires électorales, soit par un mouvement social, Si un mouvement social, on ne sait jamais, mais si Emmanuel Macron décide en septembre de faire un SMIC jeune, s'il décide de faire n'importe, on peut avoir un grand mouvement social, par définition on ne les voit jamais venir, et on voudrait que dans le mouvement social, il y ait les idées de Nouvelle Donne soient reprises. Mais sinon, effectivement, on peut faire de la politique en dehors des élections comme avec le plan d'urgence et préparer les élections. Oui, il y a des régionales, il y a des législatives, il y a des présidentielles. Notre but est de faire bouger les choses avant que ça s'effondre. On ne peut pas lancer un plan d'urgence et se dire qu'on attendra 20 ans pour vouloir prendre les responsabilités. Sur la question des milliards, la deuxième partie de ta question, c'est comment est-ce qu'on fait ? On a des propositions pour lutter pour de vrai contre les paradis fiscaux. Si on met en place ce que Obama a fait aux États-Unis, la loi FATCA, toutes les banques sont transparentes maintenant pour le fisc américain. Les banques suisses, les banques du Liechtenstein étaient furieuses, mais Obama a tenu bon, et depuis le 1er juillet, elles sont totalement transparentes pour le fisc américain. Pourquoi ce qu'a fait Obama ? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en France ou en Europe ? Deuxième proposition qui est typiquement de Nouvelle Donne, c'est modifier le code des marchés publics pour que les entreprises ne puissent plus faire de l'évasion fiscale légale, c'est-à-dire de l'évasion fiscale par les prix de cession, et donc dire que les entreprises qui veulent avoir des marchés publics doivent déclarer l'impôt qu'elles payent dans chaque pays et le business qu'elles font dans chaque pays. Et tu le fais, et c'est tout à fait légal. Si ta question, il y avait une question de François aussi, c'est est-ce que ce qu'on propose, le système canadien, c'est compatible avec les traités européens ? La réponse est oui, évidemment. La réponse est il n'y a aucun souci, la France peut très bien mettre... Il y a déjà ce qui existe en France, c'est du chômage partiel. C'est très compliqué, c'est pas bien foutu financièrement, mais c'est tout à fait possible. Et en 1995, j'avais fait voter la loi d'Eurobien. La loi d'Eurobien, il y avait un volet offensif pour permettre aux entreprises de passer à 4 jours avec le financement qu'on proposait, mais il y avait aussi un volet défensif qui était quasiment la même chose que le système canadien. Et l'Europe n'avait rien trouvé à redire. Donc on peut très bien, il y a des moments où l'Europe va nous compliquer les choses, ou l'Europe telle qu'elle est, mais cette proposition peut se mettre en place en France en quelques mois sans aucun problème. Sur la question de construire, on le redit, que la question de la loi de la SRU, il faut la faire respecter, et c'est un vrai débat. Est-ce qu'il faut laisser tous les pouvoirs aux maires ? Est-ce que c'est normal que les maires puissent tout bloquer ? Quand on dit qu'il y a 20 000 mises en chantier de logements en Ile-de-France qui ont été bloquées depuis les municipales parce qu'il y a des mairies qui sont passées à droite et que des maires nouvellement élus veulent bloquer des chantiers, c'est un vrai sujet. Enfin, pour dire, tous ceux qui réfléchissent à la question se disent que le maire n'est pas le bon niveau, la mairie n'est pas le bon niveau, ni pour avoir une vision d'ensemble, ni pour les financements, ni pour si on veut débloquer la situation. Et après ça, il y a des outils législatifs qui existent pour débloquer la situation. Le problème, c'est qu'on ne s'en sert pas, ou on s'en sert que pour le Grand Paris. Mais il y a des outils, il y a des lois qui existent pour dire qu'un sujet est d'intérêt national et que donc, comme c'est un sujet d'intérêt national, on peut réquisitionner un terrain dans certaines conditions. On est le seul pays d'Europe, j'en parlais avec un spécialiste qui est à la Fondation Abbé Pierre, on est le seul pays d'Europe qui laisse le foncier comme ça, complètement au privé, on fait n'importe quoi. Dans tous les autres pays, ils considèrent que le foncier est un bien commun, enfin, les mots ne sont pas les mêmes partout, mais qu'on ne peut pas laisser, c'est pas normal quand on modifie le plan d'occupation des sols et que quelqu'un va multiplier par 10 la valeur de son terrain et qui peut spéculer sur un terrain, juste parce que la mairie a décidé de changer. Donc il y a une vraie réflexion, et au-delà de la réflexion, il faut changer la loi pour que les gens ne puissent plus spéculer sur le foncier. Mais encore une fois, on l'a dit, tu l'as dit à Saint-Ouen, mais c'est vrai partout, même en Ile-de-France, même à moins de 10 km d'ici, de la Bastille, il y a plein de terrains constructibles. On peut très bien, si on le souhaite, on peut très bien, et il ne s'agit pas de faire des cages à poules ou des cages à lapins comme dans les années 60, on peut avoir un habitat, faire avec des coopératives, faire un habitat intelligent, une mixité sociale, où il y a en même temps du logement social, du logement intermédiaire, où il y a les services publics. Il faut avoir cette réflexion, mais il faut la débloquer avec des financements. Oui, juste pour compléter, effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a deux choses. Il y a la question de révolution culturelle. François nous disait quand les citoyens ne veulent pas, on sait qu'on ne veut pas dans son jardin, on sait qu'il y a des stratégies pour déménager, changer de rue, pour la carte scolaire, pour effectivement ne pas être près de telle ou telle personne.
Donc par rapport à ça, c'est sûr aussi qu'il faut éviter les ghettos de riches, les ghettos de pauvres. Il y a des outils, là aussi, des outils, ce qui s'appelle les secteurs, les SMS, les secteurs de mixité sociale. Donc il faut vraiment développer ça et rééquilibrer avec différents types de logements, recréer une vie de quartier, une vie de secteur avec différents types de populations de logements et tous sans non plus tomber, disons, dans un ghetto difficile. Quant aux mètres carrés qui sont vides des collectivités publiques, la loi Moll permet des décotes extrêmement importantes à partir du moment où il y a au moins 50% de logements sociaux qui est construit sur ces terrains-là. Certaines communes, collectivités les utilisent. Par exemple Paris, hein, avec le pacte, mais même avant le pacte de lutte contre l'exclusion, la priorité de la mandature, mais le faisait déjà avant. Par exemple, la caserne de Reuilly, la ville de Paris, ça fait 10 ans qu'on essaie de récupérer cette caserne dans le 12e qui n'était plus utilisée par les militaires. Et grâce à la loi Moll, on a pu la récupérer à un prix vraiment extrêmement bas pour en faire un centre d'hébergement d'urgence. Et maintenant, ça se passe très bien avec les habitants qui, certes, étaient un peu, disons, un peu inquiets au départ, mais alors après, il y a aussi les façons de rencontrer les gens, de parler avec eux, leur faire rencontrer les résidents du centre d'hébergement, etc. Et maintenant, ça se passe très bien. Il y a des projets qui sont faits entre les habitants, entre le conseil de quartier de ce secteur et les résidents qui sont dans le centre d'hébergement. Donc c'est possible. Après, il y a aussi des volontés politiques. Et puis, comme dit Pierre, faire appliquer la loi SRU, je rappelle quand même que dans la loi, il y a la possibilité de substitution du préfet pour les maires défaillants qui n'appliquent pas. Et ça a été maintenant fait dans 2 villes. C'est un début, c'est pas le cas de partout, mais 2 villes, les préfets se sont substitués. À Neuilly-sur-Seine, pas à Neuilly, mais dans 2 autres villes, dans une du 92. Il y a encore des questions? Il nous reste 20 minutes, on va passer à 2 questions online pratiques et je pense essentielles sur le calendrier de la campagne. Donc tout bonnement, quel est le calendrier de la campagne dans les prochains mois? Ça, c'est une question posée par Lali. Et la deuxième question posée par Benjamin, concrètement, comment se déroulera ce Tour de France lors de la campagne chômage-précarité? Ensuite, on finira cette session de formation par les questions en haut de la salle. La question du calendrier, donc le livret est lundi sur les rotatives, on a 100 000 exemplaires qui partent vendredi dans tous les comités locaux, donc les copains les amis d'Île-de-France peuvent avoir leur part aussi évidemment à partir du week-end prochain, et le but est de le lancer médiatiquement d'ici 15 jours par un événement, et on est en train de voir quels sont... On avait bien réussi le lancement de Nouvelle Donne parce qu'on avait fait un deal, entre guillemets, en donnant l'exclusivité à un journal. Les autres journaux n'avaient pas apprécié, mais ça avait permis on parle pas mal du lancement de Nouvelle Donne, et donc on est en train de préparer le lancement de cette opération. Donc on n'a pas encore le jour J, mais on sait, c'est dans 15 jours, a priori c'est dans 15 jours, voilà. Donc avec quelque chose d'assez visible, mais je ne peux pas tout raconter parce que je pense effectivement que les RG, on est d'un pays où les RG font leur boulot et c'est pas peine qu'on raconte tout parce qu'il y a un petit effet de surprise au début pour interpeller nos dirigeants et pour donner envie à les journaux de parler de nous. Donc vraiment notre but est de garder notre crédibilité, mais de dire qu'on ne peut plus continuer le ronron actuel. Non mais c'est incroyable de voir comment la presse économique, comment François Hollande nous explique que la croissance revient, alors que tous les jours dans la presse économique on explique qu'on va vers une explosion pire que 2008. Donc il faut qu'on arrive à les réveiller. Tous les moyens légaux et non violents sont bons pour essayer de sortir de cette inertie, de cette léthargie. Après ça, la tournée des régions, en Ile-de-France, il faut qu'on voit comment on s'organise, parce qu'évidemment, il faut que ce serait couillon de mettre le paquet en Bretagne ou en Midi-Pyrénées et de lever le pied en Ile-de-France. Je pense qu'on est là tous aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas envie de lever le pied en Ile-de-France. Donc on est à votre disposition, on est une dizaine à se former pour être capable. Je pense que vraiment, vous voyez que c'est assez facile. Donc là, je ne vous ai pas fait tout le PowerPoint, parce que derrière, il y a ce qu'on dit sur par exemple, la lutte contre les paradis fiscaux, ce qu'on dit sur le temps de travail, et puis une conclusion un peu punchy. Mais donc je pense qu'on pourra refaire des journées de formation. S'il y en a qui veulent, on a fait une première journée, c'était quand le 1er mai, je crois, de la formation. On était une dizaine à vouloir se former pour être tout à fait capable d'animer toute une soirée. Mais donc on est à votre disposition, soyons clairs, s'il y a des comités locaux qui veulent faire des débats en Ile-de-France. Et sinon, dans le reste du pays, ce qu'on a proposé, c'est pour frapper l'opinion, c'est qu'on débarque le même jour, ou à 2 jours d'intervalle, dans toutes les préfectures d'une région.
On sera à Toulouse, à Montauban, à Albi, à Cahors, le mardi et le mercredi. Et donc, en 2 jours, on aura fait, donc on est 4 ou 5 à débarquer en Midi-Pyrénées. Et du coup, dans tous les réseaux, tous les syndicats, les associations, tous ceux qui s'intéressent aux questions de chômage, de précarité, de climat, c'est un truc qu'aucun parti politique n'a jamais fait, de débarquer comme ça et d'être visible dans toutes les préfectures sur 48 heures. Et du coup, on pense que la Dépêche du Midi va en parler, que France 3 va en parler, que Radio Bleu va en parler, que voilà. Donc on pense que débarquer en force, entre guillemets, est une façon de redonner aussi du peps à tous ces réseaux. Peut être aussi une façon de montrer qu'on est là avant les régionales et de montrer que nous, on ne s'intéresse pas uniquement à l'aspect électoral, mais qu'on veut vraiment faire bouger. Et on peut aussi faire des tracts où on décline d'un côté les 5 mesures au niveau national et de l'autre côté, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en Ile-de-France ou en Midi-Pyrénées, si on avait le paquet sur le climat, si on mettait le paquet sur le logement. Donc on peut faire des outils de communication qui sont d'un côté les principes généraux et de l'autre côté concrètement dans la région pour permettre aux gens de mieux imaginer s'ils signent pour le plan d'urgence. Donc l'idée c'est de faire des événements régulièrement pour faire entre guillemets parler de nous, donc une action sur le logement, une action sur le fonds de réserve, qui redonne de l'espoir et qui donne envie aux gens de se mouiller, montrer que la politique c'est pas juste le truc de Sarkozy, de Hollande, la politique c'est notre vie quotidienne, c'est à nous de décider si on leur laisse les manettes, ça va finir très mal. Et donc on continuera en septembre et en octobre, parce que de toute façon les élections régionales, si on décide d'aller aux régionales, ce sera pas, vous n'allez pas tracter pour les élections régionales. Si vous commencez à donner un tract au mois de juin ou au mois de septembre pour les élections régionales, les gens vont vous prendre pour un fou. Par contre, aller voir des citoyens en disant on a des solutions dans le plan d'urgence, ça peut intéresser les gens. Donc on continue au moins jusqu'en octobre avec le plan d'urgence. Et on est preneur de toutes vos idées, hein, soyons clairs. Il n'y a aucune... Toutes les idées sont les bienvenues. La parole là-bas. Merci. Éric du Val-de-Marne-Nord. Merci beaucoup pour ces quelques heures partagées parce que sincèrement, moi qui débute dans la politique, je trouve ça extraordinaire qu'on m'explique les choses simplement. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites par les personnes qui ont posé des questions qui étaient extraordinaires parce que c'est des sujets où je ne me suis jamais interrogé dessus. Moi, je vais poser une simple question par rapport à la séparation des banques parce que j'ai des amis qui sont dans la finance, j'ai des amis qui travaillent dans des banques de proximité et qui clairement aujourd'hui disent à leurs clients « Ah ouais, on parle de la séparation des banques, mais si on fait ça, moi je suis au chômage. » Et concrètement, il y a une communication qui est faite disant que si on touche aux banques, quelle qu'elle soit, hein, la séparation, si on touche aux banques, c'est des chômeurs en plus. Quels sont les éléments de communication que nous, Nouvelle Donne, on pourrait utiliser face à ces arguments-là ? Une dernière question ? Oui, bonjour, ma fille n'a pas voulu venir à Nouvelle Donne parce qu'elle me dit je mets dans mon panier Alexandre Jardin. Je ne sais pas ce qu'il apporte, Alexandre Jardin, au niveau de son manifeste. Est-ce qu'on peut ramener Alexandre Jardin ici? Comme ça, j'aurai aussi ma fille et Alexandre Jardin. Ensuite, je voulais aussi parler, comme ce monsieur, à propos de l'enseignement. Pour l'agriculture, il y a, et Colibri notamment, l'a souvent dit, on a un problème au niveau de l'éducation, de l'enseignement. On apprend n'importe quoi à nos futurs agriculteurs. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? En tout cas, il faut absolument changer ça. Monsieur Rabi serait parfait pour expliquer ce que c'est que les sols, la nature des sols et comment les travailler. Bon, voilà, je n'ai pas plus à dire. Merci. À vous. Alors, pour répondre à la question d'Éric, les patrons des grandes banques, je ne mets pas tes amis ou qui peuvent travailler dans une agence, n'ont pas le même salaire que M. Pebro. Je vous ai montré tout à l'heure une photo, deux photos que j'ai prises rue de la Roquette, hein, avec des gens qui... Mais j'ai vu aussi par hasard, par un copain d'un copain, j'habite aussi tout près d'ici, j'ai vu la feuille de salaire de quelqu'un qui travaille chez Barclays et qui habite aussi rue de la Roquette. Il gagne 200 000 € par mois. 200 000 € par mois. Ça nous a fait un petit choc à ma femme et à moi. Quand moi je suis élu à la région, je gagne 2200. Ma femme est prof agrégée, elle gagne un peu mieux, on vit très bien, mais on se dit que dans le même quartier, alors qu'ils ont la même dignité, les mêmes besoins, il y en a qui attendent les poubelles du Monoprix et il y en a un qui gagne 200 000 par mois parce qu'il bosse chez Barclays. Donc c'est totalement scandaleux. Humainement, du point de vue humain, anthropologique, spirituel, philosophique, tu dis comme tu veux, c'est totalement scandaleux, alors qu'ils ont les mêmes besoins et la même dignité de tels écarts. Et du point de vue économique, c'est ça qui nous plante.
Parce que le gars qui gagne 200 000 par mois, même s'il va au restaurant 3 fois par jour, je pense qu'il ne peut pas consommer, je ne sais pas comment on peut consommer plus de 10 000, je n'imagine pas qu'on puisse consommer plus de 10 000 par mois. Je ne sais pas, vous faudrez me donner des idées. Donc ça veut dire que l'essentiel de son argent, mais j'y arriverai peut-être, mais l'essentiel de son argent est stérilisé et part sur les marchés financiers. Donc ce niveau d'inégalité est scandaleux et nous plante économiquement. Mais les banquiers, et pourquoi est-ce que ce monsieur de chez Barclays gagne 200 000? C'est parce qu'il peut spéculer avec de l'argent gratuit et avec la garantie de l'État. Et que tant que ça marche, c'est pour lui, c'est pour les traders et pour les actionnaires. Et quand ça ne marchera pas, il viendra voir Michel Sapin pour dire qu'il faut qu'on lui donne 10 milliards parce qu'il a perdu 10 milliards. Donc, mais simplement, ils ne vont pas mettre ça comme argument pour dire qu'il ne faut pas faire la séparation. Parce que ce n'est pas très grand public de dire je veux garder mes 200 000 par mois, je n'arriverai pas à vivre comme monsieur et madame tout le monde avec... donc, ils mettent en avant l'argument qui fait tilt, c'est comme les industries de la chimie qui te disaient autrefois, si on nous met des normes en Europe, on va détruire tous les emplois, ce qui est un vrai sujet, si on ne fait pas respecter par la Chine ou les États-Unis certaines règles, mais quand même, on a mis en place plein de règles et il y a quand même de l'emploi encore en Europe. Donc, est-ce qu'il y a un risque de destruction d'emploi? La réponse est non. Et on pourra, d'ailleurs, il faut qu'on le montre, que quand BNP était d'un côté et Paribas est de l'autre côté, eh bien, il y avait autant d'emplois, encore une fois, et c'est même peut-être, c'est moins rentable. Ça, c'est vrai que pour les patrons, c'est moins rentable, et qu'ils vont peut-être être tentés au début. C'est vrai que s'ils veulent garder la même rentabilité, si les actionnaires de BNP veulent garder la même rentabilité, il y a peut-être un risque qu'ils mettent la pression sur l'emploi. Mais comme ils ont déjà beaucoup détruit d'emplois dans les banques, et qu'ils veulent quand même garder la clientèle, je pense qu'ils ne pourront pas, mais c'est un dialogue qu'on doit avoir avec des salariés des banques. Mais en tant que tel, la séparation ne va détruire aucun emploi. Par contre, ils devront peut-être même embaucher des gens pour aller voir les PME, parce que c'est un vrai métier de banquier qui demande du temps. C'est plus compliqué d'aller voir des PME, de comprendre leurs produits, de comprendre le management pour voir si c'est rentable ou pas, plutôt que d'être sur un ordinateur et de spéculer avec des logiciels qui te disent chaque seconde qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ça se trouve, on va même plutôt créer des emplois dans les banques et parce que les PME vont se développer. Sur Alexandre Jardin, je pense qu'il ne faut pas opposer ce que fait Alexandre et ce qu'on fait. Lui, maintenant, est devenu un peu trop allergique dans son discours aux politiques. Il donne l'impression que les politiques sont tous un peu pourris et inefficaces et que c'est uniquement par les initiatives citoyennes qu'on va bouger. Mais donc nous, je pense qu'on veut être en même temps sur les initiatives citoyennes et débloquer quand même un système économique où tous les mois, il y a 30 000 chômeurs de plus et où les 1000 milliards à chaque fois, c'est pour les banques. Quelles que soient les initiatives citoyennes géniales sur le terrain, ce système va à la catastrophe si on n'est pas capable de changer la grande direction. Donc il faut en même temps, je pense, être sur le terrain et sauver la vie citoyenne, le vivre ensemble par des initiatives comme ce que Alexandre et d'autres font, ce qu'il fait sur Lire et faire lire, c'est génial. Donc je pense qu'il n'y a aucune opposition entre ce qu'il fait dans ce type d'association et nous, ce qu'on porte, c'est les mêmes valeurs, mais nous, on ne s'est pas résigné, on n'a pas renoncé à faire bouger les choses. Encore une fois, on est content quand il y a des lois sur la question du logement, sur la question des retraites, il faut le mettre dans les assemblées, plutôt que de juste être dans la rue pour manifester. Voilà. Sur la question de Pierre Rabhi et de la formation, c'est un sujet fondamental. Moi, j'ai fait l'agro, et je me souviens quand j'ai fait mon stage chez un paysan, mon maître de stage était un mec adorable, mais dès qu'il avait une heure de libre, dès qu'il avait un peu de temps vide, au lieu de s'occuper de sa femme ou de ses enfants, il allait mettre de l'azote. Et je le revois, le Pierrot Colomba, il prenait le gros sac, il mettait ses granulés d'azote partout, parce qu'on lui avait expliqué à l'école que pour être moderne, il fallait mettre de l'azote partout. Et tous les 3 mois, il y avait un gars du marketing de l'azote qui venait boire un coup avec Pierre Colomba, et puis lui dire qu'il fallait mettre encore plus d'azote et qu'il lui montre des belles photos de champs pleins de verdure avec un énorme rendement si on met de l'azote. Et le problème, c'est qu'il n'y avait que ce son de cloche. Et qu'à part un jeune con de 23 ans qui venait de l'agro, personne ne lui expliquait qu'il pouvait avoir d'autres pratiques. Donc je pense que c'est fondamental d'expliquer aux paysans qu'on peut, et Pierre Rabhi a fait un boulot fabuleux au Burkina Faso et ailleurs, où il montre de façon très concrète, et pas au bout de 20 ans, il montre au bout de 2 ans ou de 3 ans, qu'on a le même rendement en dépensant beaucoup moins d'azote, d'argent pour l'azote ou pour les pesticides. Donc ça, il faut faire ce travail, et le problème c'est qu'aujourd'hui, on ne le fait pas assez. C'est pour ça que c'est assez choquant de voir qu'il y a des années, il y a quelques années, la dernière fois que la gauche était au pouvoir, pour être clair, la Cour des comptes avait dit que le budget de l'environnement n'avait été consommé qu'à moitié. Chaque année, Jospin et Voynet montraient que le budget de l'environnement montait, donc Mme Voynet pouvait dire qu'elle avait un gros budget, mais après ça, on n'en consommait que la moitié. Et j'ai trouvé ça vraiment scandaleux en voyant le besoin de formation, alors qu'on aurait pu embaucher aider des paysans à faire cet échange de bonnes pratiques. Donc oui, il faut le faire, et peut-être qu'on pourrait aider Pierre Rabhi. Déjà Pierre Rabhi et les Colibris et d'autres, dans plein d'associations, font un boulot fabuleux, mais peut-être qu'on pourrait faire du coworking et proposer à Pierre de diffuser aussi ses idées par des vidéos dans le réseau de Nouvelle Donne. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou bien il faut qu'on s'arrête. Il est où, Simon? Il est 19h30. Bon, on va s'arrêter. Juste une petite conclusion, même si je suis un peu crevé, hein, j'ai fini très tard tout le temps cette semaine, mais je pense qu'on est vraiment dans un moment important et qu'il faut pousser les gens à se mobiliser et qu'on peut créer la surprise.
J'étais l'autre jour invité par les élèves de Sciences Po à Paris, et je leur rappelais que mon dernier souvenir comme élève à Sciences Po, c'était le plus grand spécialiste de l'Allemagne en mars 89. En mars 89, il était persuadé, il nous expliquait pendant 3 heures que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Voilà. Et effectivement, il en était sûr, c'était le grand séminaire sur la nation de Pascal Horry, qui est venu le spécialiste de l'Allemagne, et début 89, ce monsieur était persuadé que le mur de Berlin serait encore là pendant 50 ans. Et pas de chance, 6 mois plus tard, le mur de Berlin est tombé. Voilà. Mais ce n'est pas un accord entre les vieux partis politiques ou entre les vieux diplomates qui a fait tomber le mur de Berlin. C'est des citoyens qui au début se retrouvaient dans des théâtres. C'est pour ça qu'on est très heureux. Je remercie encore le théâtre de la Bastille. Mon homme politique préféré, c'est Václav Havel. Et c'est des citoyens qui, au début, ne s'en foutaient de la politique. Ils pensaient que la politique, c'était un truc sale, c'était pas leur truc. Le truc de Václav Havel, c'était de faire du théâtre, de prendre un moment avec sa femme, Olga, de boire un coup avec les copains, de faire de la poésie. Et puis, il y a un moment, il s'est dit, quand même, la situation est tellement grave qu'il faut que je m'engage. Et le fait que Václav Havel s'engage fait que d'autres se sont engagés. Au début, ils étaient 10, ils étaient 20 dans un théâtre, dans une salle obscure. Et puis, ils ont eu le courage d'aller dans la rue et de faire bouger les choses. Et finalement, ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et Václav Havel a cette phrase magnifique. Il dit en décembre 89, il dit « Chacun de nous peut changer le monde. Chacun de nous peut changer le monde. Même s'il croit qu'il n'a pas la moindre importance, chacun de nous peut changer le monde. » Il dit « Le peuple s'est réveillé avec une rapidité bouleversante. Il attendait le moment propice. » Il dit « Tous ceux qui ne mentaient pas dans leur vie quotidienne ont apporté leur contribution. » Et c'est vraiment l'histoire de l'humanité est pleine de moments où on pense que tout est foutu, qu'il n'y a plus aucune raison de se battre, et puis il y a un truc, il y a un déclic, et en quelques semaines, ça change. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je cite Václav Havel sur le fait que monsieur, madame, tout le monde, les gens sans importance ont fait bouger les choses, je repense à un texte de Hannah Arendt qui emploie presque les mêmes mots pour expliquer comment la barbarie a été possible. Hannah Arendt explique un moment où monsieur, madame, tout le monde en a marre, parce que les politiques sont trop nuls, il y a trop de scandales, il y en a un qui m'a piqué mon logement, il y en a un qui... Voilà, et donc il y a un moment où le cerveau reptilien, on a tous un cerveau reptilien, et on en a marre, et monsieur et madame tout le monde renoncent à vivre en intelligence, en fraternité et en conscience, et monsieur et madame tout le monde baissent les bras et acceptent la barbarie. Et je pense qu'on est dans une course de vitesse, que franchement, la France et l'Europe sont un moment crucial. Est-ce qu'on va choisir plus d'intelligence, plus de fraternité, plus de vivre ensemble, ou est-ce qu'on va choisir la castagne, parce qu'il y en a vraiment marre de tous ces connards, et quand je me sens humilié par le système économique et politique, j'ai envie de trouver quelqu'un à humilier moi aussi. Et qu'on a tous... voilà. Donc je pense que ce qu'on fait, il faut qu'on reste modeste, chacun de nous... on connaît tous nos défauts. Moi, je parle trop vite, je montre trop de graphiques. Donc on est, non, mais individuellement, on est tous nuls. Hein. Donc je comprends que ça te fait rigoler, Dominique. À dire qu'on veut arriver au pouvoir, c'est ridicule. Ça paraît. Non, mais tous individuellement, on paraît faible, mais collectivement, je pense qu'on a une énorme responsabilité et qu'on peut faire bouger les choses. On peut créer la surprise. Tout ce qu'on a fait depuis 18 mois avec des bouts de ficelle, parfois en s'engueulant, parfois en étant joyeux, mais tout ce qu'on a fait depuis 18 mois montre qu'on est quand même assez solide et qu'on peut créer la surprise. Donc les amis, on y va, au combat, à votre disposition si on peut donner un coup de main. À bientôt.